Salut les amis et bienvenue une fois de plus à votre émission préférée, Des Roses Hélas, cette émission qui va à la recherche des pépites, des personnes qui se démarquent dans notre environnement, qui est assez hostile, assez difficile, mais malgré toutes ces difficultés parviennent à se frayer un chemin. Donc aujourd'hui, on est avec un coach qui, qui est en train de réaliser des choses merveilleuses. Il est avec nous, il nous a accordé cette interview aujourd'hui. Il va partager son expérience avec nous. Il va nous dire comment est-ce qu'il procède au quotidien pour pouvoir avoir les résultats qu'il a aujourd'hui. On lui voit faire un peu le tour de l'Afrique. Même au Cameroun, il est tellement sollicité. Et déjà, c'est un très gros privilège pour moi de le recevoir ici aujourd'hui. Bonjour, coach Marcel. Bonjour, Hans. J'espère que tu vas bien. Merci, je vais bien. Merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue dans les studios Wikrea. C'est avec plaisir, surtout que j'ai rêvé d'être dans ce studio à un moment donné parce que j'admire beaucoup ce décor. Vraiment, tu fais quelque chose de magnifique. Merci beaucoup. Donc, directement, on va entrer dans l'entame du sujet. Oui. Des Roses Hélas, c'est un podcast qui met en lumière des personnes qui sont dans notre écosystème. Mm-hmm. Je tiens toujours à préciser cela parce que il y a la raison pour laquelle j'ai créé ce podcast, c'était d'une frustration. Okay. Je suivais les podcasts de Philippe Simo, principalement. Et la majorité des invités qu'il invitait sur ces plateaux, ils donnaient des conseils assez pertinents, mais je ne parvenais pas à appliquer dans ma vie, dans mon quotidien. Oui, parce que je me sentais déconnecté de leur réalité. De leur réalité. Donc, du coup, j'ai donc créé ce podcast pour pouvoir interviewer des personnes qui sont connectés à ma réalité. On vit les mêmes choses, en fait. Oui. Mais malgré cela, ils parviennent quand même à s'en sortir. Donc là, ça fait beaucoup plus palpable. Ça a un peu plus de sens pour moi. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, on va commencer par... Tu vas commencer par te présenter. OK. Qui es-tu? Et on va continuer par la suite. Moi, je suis Marcel Menkam. J'aime bien utiliser le terme ancien électricien monteur. Ça veut dire que je coupe le courant aux gens qui n'ont pas payé. Ouais. Donc, je suis sorti d'un écosystème salarial pour entrer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que je n'étais pas assez préparé. J'y suis entré parce que je n'avais pas le choix. À force des problèmes, des difficultés et de la famine, je me suis retrouvé dans cet environnement comme ça et aujourd'hui, je me présente plus comme entrepreneur digitaliste qu'électricien, malgré que sur ma carte, c'est encore écrit électricien. Je voudrais que ça reste comme ça pour le moment. Parce que ça permet effectivement d'entrer dans ta réalité, que les gens sachent qu'il est possible de sortir de nulle part et de se frayer un chemin dans ce monde parsemé d'embûches. Ouais. D'accord. Tu as dit tout à l'heure que tu n'avais pas le choix. Oui. Tu vivais entre guillemets dans la pauvreté, mais en tant que technicien électricien, moi je suppose qu'un électricien c'est quand même quelqu'un qui gagne, il a une vie modeste. On va pas dire qu'il est riche, mais on va pas quand même dire qu'il est pauvre. Ça c'est, je pense. Donc pourquoi est-ce que toi tu estimes que tu étais pauvre? Ça, c'est dans ta réalité. Je vais t'expliquer ce que je vivais au quotidien et peut-être que ça va changer un peu l'image que tu avais ou bien que tu as de l'électricien. Oui. Déjà, je travaillais dans une entreprise sous-traitante à la Société de l'électricité du Cameroun. Ça veut dire que nous gagnions des marchés chez Eneo. Quand on les réalise, Eneo paye nos patrons et nos patrons nous payent. Oui. Voilà. Je suis parti de... Bon, on est venu me sortir d'une entreprise et de cette entreprise-là, non, on est venu me sortir de l'école parce que quand j'ai fini mes études, j'étais parmi les premiers et le patron est venu prendre les 5 premiers, j'étais le premier, donc je me suis retrouvé dans son entreprise comme ça. Et notre rôle au départ, c'était, on va juste trouver des gens qui n'ont pas payé le courant, on va leur donner une lettre d'avertissement. C'était ça le départ. Donc, dans la ville de Yaoundé, on se baladait tous les jours, on partait distribuer ces lettres de mise en demeure à tous ceux qui n'ont pas payé. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans cet environnement. Donc, je suis parti de distributeur d'avis d'impayés à coupeur. Au moment où j'étais distributeur d'avis d'impayés, on me payait à la tâche.
Et il fallait réaliser, je ne me rappelle plus trop combien de distributions. Enfin, il fallait revenir avec des décharges. Et ce sont ces décharges-là qu'on comptabilise pour voir combien on va te payer. Donc, imagine que tu vas chez quelqu'un pour lui donner un avis que bientôt on va te couper. Ouais. Et tu lui dis que bon, décharge alors ici. Mon frère, tu peux imaginer combien de décharges on ramenait. Ouais, avec la colère des Camerounais. Les gars n'étaient pas prêts à décharger. Et le patron n'était pas prêt à te payer si tu ne ramènes pas une décharge. Parce que rien ne prouve qu'effectivement tu as donné. Mon premier salaire, c'était 10 000 francs. Après un mois de travail. 10 000 francs. Étant majeur de la promotion. Parmi les majeurs. Étant majeur de ma promotion. Ouais. Oui. Et je vivais à Obili, à Yaoundé. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, Obili, Chapelle Obili. Je quittais de Chapelle Obili pour aller à Monté-Jouvence pour travailler. À Mendon pour travailler. Parce que Monté-Jouvence, c'était où j'ai fréquenté, où j'ai fait ma formation. Ouais. Donc, le transport, aller et retour, c'était 1000 francs. Par jour. Je n'ai pas dit nutrition, je n'ai pas dit logement. Le transport seulement, c'était 1000 francs par jour. Donc, quand on te donne 10 000, tu fais comment? C'est mort. Ça veut dire que la première semaine, c'est fini. J'ai la chance qu'avec mes résultats, on me recommande pour une formation avec Eneo. Et pendant cette formation, je suis encore majeur de la promotion. On me remarque. Et quand je reviens, je suis chef d'équipe dans une équipe de coupure. Donc, nous, on coupait le courant aux gens. Ouais. Et tu coordonnais en fait. Et donc, en fait, je suis quitté du salaire de 10 000 francs à 40 000 francs. Donc, ceux qui coupent le courant, là, quand tu les vois se balader, le maximum qu'ils peuvent gagner, c'est 60 000 francs de salaire. C'est choquant, hein? Non, attends. Et tu comprends que si parmi eux, il y a des personnes qui sont pères de famille, qui ont 10 enfants, qui sont mariés depuis longtemps et qui doivent nourrir leur famille. C'est pour ça qu'à un certain moment donné, on se transforme en braqueur. Je vais utiliser ce terme parce que c'est ce que moi j'ai fait au quotidien. Donc, j'étais obligé d'arriver chez les gens. J'ai dit que bon, tu veux que je te coupe ou bien on fait comment? Parle bien. Parle bien, il faut te dire quelque chose. Ouais. Tu vois, et c'est comme ça qu'on réussissait à arrondir nos fins du mois. Sauf que j'ai remarqué que tout ce que j'ai gagné, du fait que j'ai arnaqué les gens, je n'ai rien fait avec du tout. Donc, quand tu faisais le bilan, c'était néant. Non, tu ne comprenais pas ce que tu faisais avec cet argent, malgré que toutes les semaines, tu avais quand même de l'argent. C'est pour ça que tu vas voir les personnes qui travaillent dans ce secteur, ils sont toujours en train de boire, ils sont toujours en train de jouer la belle vie et tout, parce que l'argent ne leur appartient pas, ils ne savent pas comment on a fait pour trouver cet argent. Et chaque fois que quelqu'un va te donner de l'argent avec une humeur qui n'est pas bonne, l'argent ne va pas te servir. La spiritualité de l'argent. Ça ne te servira à rien du tout. Tu vois, donc on est arrivé à un niveau où, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai voulu changer de secteur. Et encore heureusement, grâce à mes performances, on m'a encore envoyé pour une autre formation. Je suis encore sorti majeur de la promotion. Et cette fois-là, c'était pour être chargé des travaux du réseau électrique. Donc, nous, on avait pour mission d'aller construire et faire la maintenance des grandes lignes, les lignes haute tension. Donc, quand il y a une nouvelle ligne, quand il y a un nouveau réseau, quand il y a un nouveau quartier, quand il y a un nouveau village, c'est nous qui amenons le courant dans ces quartiers-là. D'accord. Et moi, j'étais donc chargé des travaux. Je quitte du salaire de 40 000 à 60 000. Je quitte de 60 000. Je ne comprends pas la façon dont on se rémunère chez vous. Là. Donc, tu fais des formations, tu as des promotions, mais tu passes des 40 000, 60 000. C'est quoi comme ça? J'ai fait un poste où je disais que j'étais directeur technique. Quand j'ai atteint le grade de chef de base technique, tu savais que j'ai géré une région. Je recevais un salaire de 130 000. Donc, j'étais cadre d'entreprise. Le cadre, un boss, avec un grand bureau, une chaise qui tourne comme ça. Avec des équipes. Avec des équipes, puisque je gérais toute une région, la région du centre. Avec plusieurs équipes. J'avais une équipe de 80 personnes que je gérais. 130 000 de salaire. Ça, c'est choquant, hein? Et j'avais même une voiture de service.
130 000. En fait, l'environnement En fait, tout est conçu pour que vous raquettez même des Non, tout est fait clients, tout est fait pour que tu arrondisses tes fins du mois. Oui. Tu es obligé de le faire si tu veux. En fait, il n'y a pas de possibilité d'être honnête dans ce secteur. Oui, vraiment Donc, pas. tu es obligé de faire des choses qui, même si ça va au-delà de tes principes, tu es obligé de le faire parce que il y a des comptes que tu dois rendre à la maison. Il y a des enfants, tu ne vas pas te lever un matin, l'enfant dit je vais aller à l'école, tu dis qu'on ne m'a pas payé hier. Oui. Et je te rappelle qu'on faisait 6 mois, 7 mois d'aéré des salaires. Wow. Donc, c'est pour que tu comprennes un peu l'environnement des électriciens. Oui. Ce que tu vois dehors là, ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que ce sont des personnes très pauvres qui n'ont pas de vision. Parce que leur seul revenu, c'est un salaire et ils sont obligés d'arnaquer les gens pour pouvoir joindre les deux bouts. Et tu vas voir, c'est pour ça que tu vas voir beaucoup de ménages au Cameroun qui ne payent pas le courant à Eneo. Ils payent bien à quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas, qui ne connaissent pas la route d'Eneo depuis qu'ils ont le courant. Mais il y a quelqu'un qui vient chaque mois dire que bon, je suis là. Il est un peu élevé. Ça me rappelle, lorsque j'avais reçu le docteur Colin ici sur ce plateau, il faisait mention du fait que les médecins sont pauvres. La majorité des médecins, on les voit, on les apprécie, on les admire. On les admire tellement, mais ça ne va pas. Tu vois les enfants, on veut que nos enfants soient des électriciens. J'ai un petit frère qui m'a dit qu'il aimerait être comme moi quand j'étais électricien. Il dit que tu ne connais pas. En fait, c'est que tu ne sais pas de quoi tu parles. Et effectivement, la majorité des personnes qui ne nous côtoient pas intimement ne savent pas de quoi ils parlent. Même ceux qui sont agents de la société d'électricité du Cameroun ne s'en sortent pas. Et pour la plupart, et j'assume ce que je dis, ils sont obligés de racketter sur le terrain. Oui, on le voit au quotidien. Chaque fois qu'on est appelé à se frotter à ces gens-là, très souvent, très souvent, ça découle vers là. Donc, que bon, c'est une réalité. Écrit ou bien je n'écris pas. C'est une réalité qu'on connaît déjà. Là-bas, il n'y a pas de débat. Voilà, donc tu vois, je sors de cet environnement-là et en 2020, oui, Covid arrive. Je suis directeur technique dans cette entreprise parce qu'après 10 ans, j'ai fait 10 ans dans cette entreprise, près de 11 ans. J'ai fait 5 ans de management et je suis arrivé à un moment où j'étais j'étais la personne qui prenait les décisions, par qui les décisions devaient être prises, la personne qui recrutait, la personne qui avait le dernier mot. Malgré qu'il y avait un PDG, c'est ma voix qui comptait le plus. Et lorsque Covid arrive, et puis je sentais déjà un peu la turbulence parce que mauvaise gestion, on n'arrive pas vraiment à faire la différence entre le porte-monnaie de l'entreprise et le porte-monnaie personnel, tu vois. Et presque tous les entrepreneurs africains qui n'ont pas de formation. Tu vois, et quand on arrive à ce niveau, si on ne peut pas faire la différence entre son porte-monnaie et le porte-monnaie de l'entreprise et qu'on arrive à être endetté, tu vois que c'est compliqué. Ça devient problématique. Et il faut continuer à vivre selon le niveau qu'on avait fait voir aux gens. Il faut garder le standing et on est obligé de continuer à entrer dans les dettes pour pouvoir s'en sortir. Et étant manager, je me rends compte de ce qui est en train de se passer. Je commence à réfléchir sur un plan B. Et pendant que je réfléchis, un matin, je suis en train de me préparer pour le boulot, mais j'avais quand même signalé que bientôt je vais partir. Donc, je pense qu'on a anticipé. Au boss. Oui. OK. Comment est-ce qu'il a pris... Non, mais je lui ai dit parce que dans ma vision, chaque fois que j'avance dans l'entrepreneuriat ou bien dans mes activités, que ce soit salarial ou entrepreneurial, j'ai une vision, toujours. La vision, c'est que je vise le sommet. Chaque fois que je veux me lancer dans une activité, je ne le fais pas parce que je veux réussir. Je veux toujours être le meilleur. Donc, en passant, je réussis forcément. Oui, donc, forcément. Tu vois, donc,
quand j'ai commencé, j'ai dit je veux être chef d'équipe. Et par la force, pouvoir de la pensée, la force des choses, je me retrouve chef d'équipe. À un moment, j'ai dit je veux être chef de base. J'ai travaillé, je suis devenu chef de base. J'ai dit je veux être directeur technique. J'ai travaillé, je suis devenu directeur technique. Il y a cette anecdote que je raconte souvent. Un collaborateur qui travaillait au poste que j'ai occupé. Enfin, on m'a nommé à un poste en remplacement de quelqu'un. Oui. Et ce monsieur est venu au bureau un jour, devant tout le monde, et m'a dit que je vais te tuer. Je rappelle que le salaire, c'était 130 000. Donc, on voulait me tuer pour 130 000 de salaire. Et ça ne va pas s'arrêter là. Parce que quand tu vas mourir, chaque membre de ta famille va te rejoindre. Tant que je suis en vie. Au bureau, devant tout le monde. Oui. J'ai fait une plainte. Je ne sais pas si je peux encore la retrouver, mais je l'avais très récemment. Je lisais encore cette plainte. Je me demandais, mais waouh, on est dans quel environnement comme ça? J'ai effectivement fait la plainte et j'ai envoyé au patron. Le patron, il a dit non, ça c'est des paroles en l'air. Laisse ça, il faut travailler, c'est tout. Que tu as mérité ton poste. Oui. Mais attends, c'était compliqué. Ça veut dire qu'il a exécuté ses menaces? Non, il n'a pas exécuté. Bon, je ne sais pas comment il devait le faire. Je ne sais pas. Et ça m'a quand même choqué. Oui. Ça m'a heurté. Bon, c'est vrai quand même que déjà prendre le courage de venir au bureau. Mais c'est devant les gens. C'est pas comme si tu as envoyé un message de qu'il menace. Assume. Oui. C'est pas comme s'il a envoyé un message de menace ou bien qu'il a dit à quelqu'un de venir te dire. Non. C'est en face. Tu vois? Donc, après cela, je décide, je regarde, il faut que je sois directeur technique. Et lorsque je suis nommé directeur technique, je regarde en haut. Et c'est le directeur général. Oui. Et donc, tu peux pas le remplacer. Tu vois, je suis bloqué dans ma vision. Ça me permet de commencer à cogiter, réfléchir et me dire, mais attends, si après ce poste, il n'y a plus rien, ça veut dire que je ne grandis plus. Tu as plafonné. Oui. Et donc, je dis à mon patron, il faut que tu prépares quelqu'un qui va me remplacer parce que bientôt, je ne serai plus là. Il m'a donné son fils que j'ai formé. Et un matin, il pensait que le garçon était déjà prêt. Et c'est ce que je me dis. Hein. Donc, ça, c'est après quelques analyses. Je suis en train de m'apprêter pour aller au boulot. Et je reçois un message sur WhatsApp d'un collaborateur que j'avais employé qui me fait savoir qu'il y a Covid et donc tout le monde va rester à la maison. Une note signée du PDG. Juste comme ça, du jour au lendemain. PDG, mon collaborateur direct. La personne qui demandait mon avis sur tout. Il me dit, bon, ça va. Ça veut dire que l'information ne vient même pas de lui. Non. Mais de quelqu'un que vous avez recruté. Et même la personne, enfin, je vais dire, la décision est venue quand? On s'est assis quand pour réfléchir sur s'il y a même une crise, s'il y a une crise, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir s'en sortir? Quels sont les tenants et les aboutissants? Non. Pourquoi il y a crise? Comment? Non, il n'y a pas eu ces analyses, il n'y a pas eu de débat. On a juste... Et puis, je m'apprêtais pour aller au boulot. Le boulot pour lequel j'avais donné toute mon attention jusqu'à ce que chez moi, mon épouse disait, mais attends, on t'a seulement attaché dans l'entreprise là ou bien comment? Comment tu vas travailler 7 mois avec quelqu'un, il ne te paye pas, tu continues à travailler fièrement? Tu vois, je sortais à 6 heures parce que j'étais le premier à ouvrir et le dernier à partir. Fermé. Wow. Parce que je voulais toujours faire les choses de moi-même. J'aime quand les choses sont bien faites. J'aime quand, si tu ne fais pas, je fais moi-même. Des fois, j'arrive au bureau, c'est sale, je balaye. Quand tu arrives, tu dis, pause, pardonne-moi. Je dis, non, laisse. Ça fait que demain, tu vas venir vite balayer. Tu vois, donc je faisais du management par l'exemple. Tu étais un leader, quoi. Voilà. Et donc, tu voyais des jours, je sors de la maison, je vais aller au travail, je vais finir le travail. On est par exemple jeudi, je vais finir le travail à 20h, je vais aller à l'agence, je vais prendre un bus pour aller dans une autre ville,
je vais travailler vendredi, samedi, dimanche, je vais rentrer la nuit et je vais venir au bureau travailler avant de rentrer chez moi. Ça, c'est à quelle heure? Pour rentrer à quelle heure? Bon, ça veut dire que je fais peut-être 4 jours de travail et je ne rentre pas à la maison. Je suis en train de voyager, je suis en train de faire des rapports, je suis en train de... Et un matin, tu me brandis une lettre comme ça pour me dire que bon... Et après ça, est-ce qu'il y a eu une discussion entre vous ou bien... Bon, la discussion, le mal était déjà consommé. Oui. Donc, la discussion avec pour objectif de bien se séparer. Oui. Sinon, tu vois, donc, c'est comme ça que je perds mon boulot. Et... Bon, avant que tu ne continues, il y a un épisode que tu n'as pas mentionné. Moi, personnellement, j'ai vu une photo de toi sur un lit d'hôpital. Oui. C'était en 2013. Je faisais les coupures. Donc, je coupais le courant dans les localités. C'était dans une localité. On allait à Macac, mon collaborateur et moi, à Macac. Et on quittait Dezeka pour aller à Macac. C'était vraiment des routes, tu vois. Donc, c'est moi qui conduisais la moto. Et pendant que je voulais prendre un virage, il y a une moto qui vient vers moi. Je bascule. Mon genou tape sur une pierre et ça s'ouvre. La rotule sort. Donc, le genou était bousillé. Je n'ai pas vraiment senti le mal à l'instant. Oui, c'est quand j'ai vu les réactions des gens que j'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'ils étaient les mains à la tête. Oh là là, tu sais, le vrai mal, c'est quand les gens, tu vois l'expression des gens. Non, la majorité généralement, des personnes... lorsqu'on a un accident, on ne ressent pas trop la douleur sur le coup. Oui, c'est les gens qui te font penser que tu as mal. Et encore une fois de plus, le pouvoir de la pensée. Et quand je commence à crier, en fait, toutes les personnes qui ont vu cet accident, si on leur dit que je marche encore aujourd'hui avec le pied là, ils ne vont pas croire. C'est comme ça qu'on m'a transporté dans un hôpital de district à Macac. On a essayé d'opérer et on a anesthésié, ça n'a pas pris. Donc, l'opération, chaque coup de... c'était quoi, les sutures? Je ressentais ça dans ma chair. Je ne peux pas imaginer. Dans cet hôpital, on a arrêté tout pour venir voir ce qui se passe dans la salle d'opération. Là. J'imagine bien. On a appelé quelques filles là de venir m'arrêter. Ça ne donnait mais pas. Est-ce qu'ils pouvaient alors? Est-ce qu'ils pouvaient? Ils ne pouvaient pas. On a cherché des gros gars pour m'arrêter. Donc, on a cousu ça, je ne sais pas pendant combien de temps. Donc, tu cries jusqu'à... Tu cherches comment faire pour crier, tu ne trouves plus le moyen. Donc, à un moment donné, la douleur devient normale. Du restement tranquille que finissez ce que vous avez fait. Et quand on me ramène à Yaoundé, on se rend compte que l'opération n'avait pas bien été faite. On avait laissé les cailloux dans le pied. Et il faut reprendre. Et mon patron vient à l'hôpital me rendre visite et il me sent une enveloppe. Quand il part, j'ouvre l'enveloppe, c'est 30 000 francs. 30 000 francs. Pour une opération. Non, mais est-ce qu'il s'agissait seulement de l'opération? J'ai fait 3 mois d'invalidité. Même si on restait uniquement sur l'opération, j'arrête de soutien uniquement sur 30 000 pour une opération. Je t'assure que pendant 4 mois, il fallait continuer de vivre. Il fallait se soigner. Et le pied était tellement resté tendu que c'était devenu rigide. Raide. Donc, on était obligé de passer par la rééducation pour que le pied retrouve sa motricité. Bon, et quand cet épisode-là est fini, qu'est-ce que je pouvais faire à part rentrer au boulot? Puisque la mentalité c'est ce qui était le plus, on va dire quoi? Non, le plus normal, le plus facile. Oui. Puisque c'était un acquis, non? Oui, c'était un acquis, justement. Et puis, je n'avais pas ces notions de lecture, des livres sur l'entrepreneuriat, de formation et tout que j'ai aujourd'hui. Est-ce que donc, je ne connaissais pas d'autres issues. Est-ce que pendant ce temps, pendant ces 4 mois, ton salaire est passé? Je ne me rappelle plus vraiment. Je pense que j'ai eu le salaire pendant les 4 mois, je pense.
Oui. Parce que je pense, je me dis, c'est pour ça que tu es aussi rentré là-bas. je pense bien que j'ai eu le salaire. Sauf que à cette période-là, tu ne savais pas exactement quel est le mois qu'on est en train de payer. Oui, puisqu'il y a d'abord les aérés. On payait un mois, après on saute 4 mois, après on paye encore 2 mois, après en fait on ne se retrouvait plus. Donc je ne peux pas te dire si effectivement j'avais reçu le salaire de la période pendant laquelle j'étais à l'hôpital. À l'hôpital, non, je ne peux pas vraiment savoir. Il y avait déjà oui. Ce que je sais, c'est que c'était un accident qui, d'un côté, était de ma faute, parce que l'ignorance, comme on dit qu'il y a 4 niveaux de conscience, là. L'inconscience inconsciente. Donc, tu ne sais pas que tu es inconscient. Oui. Et c'est à cette époque, je conduisais une moto sans permis de conduire. Ah, ok. J'étais affilié à la CNPS. Ça fait que quand je pars pour demander les indemnités d'accident, on me dit que mais tu faisais quoi sur la moto? C'est mort. Tu vois? Ouais. Donc, c'est passé comme ça. Je suis revenu reprendre le boulot comme si de rien n'était. Et j'ai continué l'aventure jusqu'à ce que j'arrive où je t'explique. D'accord. En 2020, où je perds le boulot et pendant qu'on est en train de négocier, les négociations dont tu parlais, on est en train de négocier. On demande un arrangement à l'amiable parce que j'avais déposé une plainte à l'inspection du travail et j'étais prêt à vraiment réclamer mes droits. Alors, il y a un véhicule qui était mon véhicule de fonction et dans la négociation, on me propose de me donner ça. Et puis qu'on se sépare bien. Bon, c'est un véhicule qui avait valeur de moins 5 millions, donc et quand tu es très pauvre, tu vois ça. Tu fermes les yeux. C'est pas petit, ouais. Donc, j'ai fermé les yeux. J'ai dit merci, je suis parti. Bon, j'ai recommencé à déposer les demandes d'emploi un peu partout. Personne ne me recrutait. Logiquement. En tant que bon employé, c'est la suite logique. C'est la suite logique. Et puis, j'étais dans un secteur où pratiquement tout le monde me connaissait. Dans le secteur. Oui. Tous les boss me connaissaient dans le secteur. Parce que c'est moi qui représentais l'entreprise dans toutes les grandes réunions de l'entreprise. Donc, eux tous me connaissaient. Ça veut dire que quand je viens, je dis que je veux travailler pour toi. Ils disent non, mon frère, moi, je n'ai pas l'argent pour te payer. Et le poste que tu occupais là est déjà occupé. Donc, je change même de ville, je vais à Douala, je commence à chercher encore. Je dépose tellement de demandes, mais pas de suite. Alors, j'ai 10 bouches à nourrir à la maison. 10? C'était un peu plus. J'ai un peu plus de 10 bouches à nourrir à la maison. Je dois gérer ces charges. Il est impossible que tu dises à un enfant que ça ne va pas. Oui. Est-ce que l'enfant ne comprend pas ça? Il n'a pas demandé à naître. Oui. C'est comme ça que j'opte pour... Donc, je commence d'abord par sortir avec mon matériel que j'avais. Je commence à marcher, j'entre dans les chantiers. Je dis que je suis électricien. Si vous avez un travail pour moi, donc je me mets en tenue d'électricien. Oui. Je marchais, je quittais ici. Je me retrouvais à Tinga Village, en train de marcher. Donc, je veux dire, je faisais des kilomètres et des kilomètres. La prospection, pour avoir les contrats en tant qu'électricien. Et tout ça. Et ça ne donnait pas toujours. J'ai donc dit, mais attends, j'ai un véhicule. Qu'est-ce que je fais? Je commence à prendre ça. Je fais le ramassage, comme on dit au pays. Je prends les gens qui vont... Et ça me permettait de rentrer le soir avec 2 000, 5 000 francs. Tout allait bien et tu vois. Jusqu'à ce que un matin, là où je gare le véhicule, il n'est plus là. On a volé la seule source de revenus qui me restait et qui était mon seul héritage après 10 ans de travail. Wow. Je te rappelle que je commence avec cette entreprise. On a un véhicule qu'on appelait un Mbombo. Tu imagines un peu un Mbombo.
La grand-mère. En 2020, quand je vois un peu les choses se passer, je fais un peu le bilan de l'entreprise. On a 21 véhicules. Le patron a près de 7 biens immobiliers dans le Cameroun. Ça veut dire que tu as vraiment cheminé avec l'entreprise. Il est quitté d'un petit appartement pour une villa. Une villa à 3 niveaux avec un luxe insolent. Mais moi, je suis en location. Donc, c'est toi qui pilotais même l'entreprise. Non, mais la vérité, c'est que je n'ai pas besoin de me vanter parce que plusieurs fois, j'ai été nommé meilleur employé de l'année. On a organisé, le boss a organisé des fêtes pour me remercier du travail que j'ai fait. Mais tu imagines quelqu'un qui t'a permis d'être là où tu es, comment il est fini. Tu imagines comment j'ai fini. Ouais. Donc, mais la fin de l'histoire est un peu triste quand même, parce que quand on voit ce que tu as apporté et comment tu quittes de l'entreprise, c'est triste. En fait, c'est ça l'environnement privé africain francophone, surtout que on est dans un laxisme terrible. Le ministère du Travail n'est jamais arrivé chez nous pour demander que ça se passe comment. Personne ne nous a jamais posé une question. Je suis allé une fois à la CNPS pour regarder mes états. Je me suis rendu compte que pendant plus de 3 ans, je n'ai pas été cotisé. Et ils ne demandent rien. Personne ne cherche à savoir. On s'en fout éperdument. Et quand tu vas aller te plaindre, le patron va venir déposer l'enveloppe et c'est toi le fautif maintenant. C'est-à-dire que tu viens te plaindre, on dit que mais toi-même là, tu vois que tu n'as pas... tu vois, c'est l'environnement dans lequel les salariés sont, surtout dans le domaine du privé. Et même ceux qui sont dans la fonction publique, tu vas te plaindre chez qui? Tu vois? Même eux, ils ont leurs propres problèmes, mais c'est pas évident. Chacun, c'est pas évident. Et donc, je perds cette source de revenus. Je suis complètement à terre. Au même moment, il y a Eneo parce que avec la charge que j'ai, avec le travail que j'ai eu à accomplir, il y a beaucoup de personnes qui m'admiraient et qui trouvaient que je faisais un bon travail. Donc, ce sont des gens de Eneo qui me recommandent à une entreprise qui a besoin d'un directeur technique. Que voilà un gars qui est bon, il faut le... C'est comme ça que je me retrouve à Douala en train de travailler pour une dame. Et à un moment donné, je me pose la question, mais attends, j'ai fait 12 ans dans une entreprise, j'ai fini directeur technique, je viens prendre encore directeur technique ici. Ça va faire, la finalité sera comment? La suite sera quoi? Ça veut dire que je vais encore vivre cette routine pendant 12 ans et encore me rendre compte que je suis sur le mauvais chemin. C'est comme ça que je développe des questionnements. Jusqu'à me retrouver dans l'entrepreneuriat digital. On m'apprend que je peux recommander des produits aux gens et j'ai des commissions. On m'apprend encore que je peux recommander des produits même que je n'ai pas. Avant que tu n'entres dans cette partie où les choses ont commencé à bouger un peu, j'ai envie de ressortir quelques enseignements dont j'ai tiré de ton parcours jusqu'à là. Je pense que ça va inspirer plus d'un qui regarde la vidéo. Donc, la première des choses que moi, j'ai retenu, c'est que tu cherches toujours à être le meilleur. Ça, c'est clair. Partout où tu es passé. Et ça, c'est le mindset que moi, j'invite tous ceux qui regardent l'émission à avoir. Lorsqu'on veut faire quelque chose, il faudrait qu'on vise à être les meilleurs. Je dis que quand tu veux entamer un projet, que ce soit salarial, entrepreneurial, n'importe quoi, que ce soit mariage, que ce soit quoi, ne le fais pas parce que tu veux réussir. Fais-le parce que tu veux être le meilleur. Et tu réussiras forcément. Ouais. Ça, c'est ce que moi j'ai retenu dans un premier temps. Par la suite, je retiens aussi que malgré les difficultés qu'on a, malgré le challenge, on ne doit pas baisser les bras. On doit continuer de travailler. On doit explorer parce que c'est les petites opportunités qu'on a. Je fais le parallèle avec lorsque tu as eu ton accident. Après cela, tu es quand même rentré à l'entreprise. Certains m'ont pensé que ce n'était pas le bon choix. Mais moi, quand même, je pense que
c'était le bon choix que de rester à la maison et ne rien faire. Rentre quand même, tu travailles tout en pensant autrement. Ce qu'on peut dire, ce que je peux dire peut-être ça t'a manqué, c'est le fait de ne pas penser à autre chose. Déjà, malgré les difficultés que tu as eues, toutes les difficultés que tu as eues dans l'entreprise. Mais la vérité, c'est que toutes les personnes qui n'ont pas eu cet accident et qui sont restées travailler pendant que j'étais en pause, pendant que j'étais à l'hôpital, personne n'a atteint le niveau que j'ai atteint dans l'entreprise avant de partir. Ok, donc il faut saisir les opportunités qu'on a, en fait. Saisir les opportunités. Et puis, la dernière leçon que moi j'ai retenue, c'est qu'il faut être téméraire. C'est clair. Parce on est en guerre. On a vu, lorsque tu as tout perdu, en ce qui concerne le travail, tu es entré dans les chantiers, tu as posé tes demandes, les entreprises, tu as posé tes demandes, tu as prospecté et tu as même pris le véhicule pour faire le transport. Et tu as été transporteur aussi. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, on va voir Coach Marcel en ligne. Il fait ses millions, mais on ne sait pas que peut-être un jour, il nous a porté dans son véhicule et on l'a même peut-être insulté, comme on insulte très souvent les taximans là-bas à Yaoundé. C'est le quotidien des taximans à Yaoundé, trop d'injures dans les taxis. En effet. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu de cette première partie. Et je pense que si chacun d'entre nous essaie de développer cela dans sa vie, il y aura un changement. C'est clair. Il y aura un changement. Et ça fait en sorte que tu enjoy le processus, en fait. Même si peut-être sur le coup, tu ne gagnes pas beaucoup ou encore tu n'atteins pas forcément tes objectifs, mais tu enjoy quand même le processus parce que tu aimes ce que tu fais, tu aimes le processus, quoi, et tu fais ce qu'il faut faire pour gravir les échelons. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu de cette première partie. Avant qu'on entre dans la deuxième partie, je propose qu'on fasse une petite pause de 5 minutes, le temps de se rafraîchir un peu, prendre un verre d'eau. Ok, les amis, bienvenue une fois de plus. Bienvenue à la deuxième partie de votre émission préférée, Des Roses Hélas. Cette émission qui vous apporte un maximum de valeur afin de vous permettre de gravir les échelons dans votre vie. Donc aujourd'hui, on est avec un invité de marque. Pour tous ceux qui ont suivi la première partie, jusqu'ici, je suppose que vous êtes entièrement satisfaits. Si vous êtes encore là, ça prouve déjà que vous adorez le format du contenu. Donc, on va entrer maintenant dans la deuxième partie où on va dire quoi, tout a changé, tout a basculé, quoi. Où tu as découvert, on va dire, je ne sais pas si c'est ta voix, si c'est ta passion, tu vas nous dire. Ouais. Donc, je te laisse continuer ton histoire. Donc, quand je n'arrive pas, enfin, je pense que j'ai terminé lorsque je disais que j'ai commencé le questionnement. J'avais bien un grand bureau, un gros salaire, on va dire dans les 350 000 qui devait être salaire de base. J'étais à une période d'essai de 3 mois avec 250 000 de salaire de base, mais j'ai commencé le questionnement. Qu'est-ce que je vais devenir si je continue à être salarié? Et je commence à ouvrir l'esprit aux opportunités. Il faut bien que je voie comment gagner un peu plus. Parce que si je quitte d'une entreprise où j'ai fait 2 ans, mon plus gros salaire est 250 000, je repars dans une autre. Je ne sais pas combien d'années je vais faire. Mon plus gros salaire sera combien? 350 000. On a les problèmes qui vont au-delà de tout ça. Et on a certainement des rêves à réaliser qui vont aussi au-delà de tout ça. Moi, je considère un riche, je considère que quelqu'un a réussi sa vie lorsqu'il a mis à l'abri du besoin sa 5e génération. Donc, c'est lourd, ça. Non, ça va au-delà de la pensée. Donc, une personne qui n'a pas encore mis à l'abri du besoin sa première génération ne peut pas dormir comme s'il était en compétition avec la mort. Ce n'est pas possible. Donc, je commence à réfléchir sur autre chose parce que j'étais vraiment adepte de Internet, sauf que j'utilisais Internet beaucoup plus pour critiquer le gouvernement, pour critiquer les ministres, les gens qu'on nommait. J'étais un activiste. J'étais un farouche. J'ai été même candidat conseiller municipal à la mairie de chez nous. Donc, dans l'opposition. Oui. Jusqu'à ce que je me rende compte que
Depuis que je suis sur Internet, depuis que je suis les débats télévisés, depuis que je regarde la télé tout le temps, depuis que je vais commenter ceci, jusqu'à ce que j'ai reçu des menaces de mort. Tu vois qu'en politique, ça ne blague pas. Hein? Non, j'ai reçu des menaces de mort et j'ai eu des personnes qui m'ont suivi pendant un très bon moment. Suivi, c'est-à-dire... Physiquement, il y avait des personnes... J'ai voyagé plusieurs fois avec quelqu'un que j'ai remarqué plusieurs fois. Ce qui me fait prendre peur, c'est que un jour, la même personne est assise juste derrière moi. Et je ne sais pas qu'est-ce que je regardais. Je vois qu'il a l'arme sur lui. Et il était en culotte. Il était comme s'il n'y avait rien. Comme un civil, quoi, lambda. Oui, et je partais de Yaoundé pour Douala. On est arrivé au moment, parce que c'était encore à l'époque où on descendait, on visitait, on vérifiait les cartes et tout ça. Pendant qu'on descend, je dis au gendarme qui vérifie ma carte, je lui dis qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui a l'arme. Ce monsieur qui est en train de descendre a l'arme. Il dit, OK, laisse-moi vérifier. Et il part à côté avec le monsieur. Il revient me dire que c'est un collègue. Et moi, je remarque que cette personne, c'était la 3e fois que je le remarque dans le même bus que moi. Après que j'ai reçu des menaces, après que j'ai reçu des menaces d'un ministre actuel qui m'a fait savoir où je vis, qui m'a fait savoir qu'est-ce que je fais dans la vie, dans un message. Tu vis à tel endroit, tu fais tel boulot, tu as tel nombre d'enfants. Si tu continues ce que tu fais, tu vas voir. Donc, mais après, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce que ça m'apporte effectivement? Heureusement que j'avais commencé la lecture. J'ai lu le livre qui m'avait été envoyé par une petite sœur, Le chemin de Hiala. Le chemin de Hiala, écrit par Photo Victor. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il a laissé un livre. Oui, justement, je ne savais pas. Moi, je savais non, pas. mais c'est sur Agent Livre que j'ai remarqué, que j'ai vu le livre, que j'ai vu le résumé du livre. Le chemin de Hiala, il raconte dans ce livre il raconte son parcours en fait, jusqu'à son entrée dans la politique, comment ça fonctionne et tout. Et il y a un paragraphe qui m'a captivé et qui a fait changer le cours de mon existence dans le domaine de la politique. Il dit qu'on ne fait pas de la politique quand on n'a pas d'argent. Si vous voulez faire de la politique, cherchez beaucoup d'argent et venez faire de la politique, votre voix va compter. Ouais. Donc, ça amène à comprendre que toutes les personnes qui sont en train de faire de la politique et qui ont les poches vides, il est clair que soit ils vont suivre quelqu'un qui a les poches pleines, qui va parler à leur place, soit leur voix ne comptera jamais pas chez personne. Et il a effectivement raison. Oui, si tu n'as pas d'argent, c'est clair. Et ça, c'est même pas seulement valable pour la politique. Hein. Dans tous les secteurs d'activité, même dans ta famille, on ne te compte pas. Même pour avoir un partenaire de vie, sans argent, c'est compliqué. Voilà, donc, je mets entre parenthèses mes convictions politiques que j'ai encore et je dis je vais chercher l'argent. Quand j'aurai l'argent, je vais maintenant déclarer de quel bord je suis. Parce que ça ne sert à rien. Il est arrivé un moment où, quand on dit sort, moi aussi je sors. Hein. Que mon épouse me dit, mon ami, la famille, tu fais, c'est comment? Si on te prend ton cerveau, c'est comment? Le travail des femmes. J'ai dit non, moi... Ce pays doit changer. Que c'est trop, ça ne... Mais attends, il faut qu'il parte. Non, on a trop subi. Mais j'ai parlé comme ça pendant 1-2 ans. Rien n'a changé. Personne ne me connaissait même. On ne savait même pas personne ne savait que je parle. Parce que je n'étais personne. Justement, ceux qu'on connaît, c'est ceux qui sont déjà quand même des personnes. Et c'est ça. Donc, j'ai mis ça de côté. Et j'apprends que Internet peut me payer autrement. Je peux transformer mon temps de connexion sur Internet en source de revenus. Et c'est là que j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale. Ça, c'est en quelle année? 2021.
Ok, juste après le Covid. Juste après le Covid, après 6 mois après tous les basculements là, je vais te dire à quel point j'étais pauvre. Si tu as lu le livre de Ricardo Kanyama, La chef de ma mère, oui. J'étais pauvre chronique. C'est-à-dire que le minimum vital, il n'y avait pas. Il n'y en avait plus. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas dans les différents success stories. C'est comment ça a commencé. On ne s'est pas levé un matin, on a commencé à générer du revenu. Non. Quand je me suis lancé, on m'a dit, tu fais de la recommandation, c'est un peu comme le dropshipping, la mise en relation. Ça veut dire que tu trouves un produit, tu trouves quelqu'un qui a besoin du produit, tu le mets en relation avec celui qui a le produit. Donc, tout ce dont j'avais besoin, c'était la photo du produit. Et surtout, d'avoir une entreprise qui est fiable, qui peut me payer effectivement les commissions quand je fais la mise en relation. Surtout, je dois trouver une entreprise qui est repartie dans les pays dans lesquels je veux vendre. Et donc, je me lance. L'une des erreurs que nous on commet lorsqu'on se lance dans la vente, c'est que on te dit, bon, tu vas acheter le produit de tel montant et tu vas revendre à tel montant. On se limite à... Quand tu prends tout ton argent, tu peux acheter le produit tu vas revendre à qui? Ouais, justement. Donc, on avait oublié de te dire que en achetant ton produit, il faut prévoir de quoi communiquer sur ton produit pour avoir le client. Parce que tu as le produit. Tu as le produit, tu n'as personne qui va acheter, le produit ne te sert à rien. Si le produit est là, beaucoup de produits, personne n'achète, ça veut dire qu'il n'est pas bon, même s'il est bon. Pourtant, s'il y a beaucoup de personnes qui achètent, même s'il n'est pas bon, on pense que c'est bon parce que tout le monde achète. Mais c'est là où il y a un véritable problème maintenant. Tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas d'argent. Tu es complètement fauché. Surtout l'entrepreneuriat digital. Les gens qui disent qu'on va commencer de zéro pour devenir héros, là. C'est vraiment une tendance qui est en poupe actuellement en ligne. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent même faire des choses autres que sur le digital et gagner de l'argent, mais ils voient que... se cadrent sur le digital, il essaye. Tu vois que quand une page, chaque jour, il produit du contenu, il ne vend rien. Il produit du contenu, il ne vend rien. Il est toujours là, il se dit qu'un jour, ça va prendre. Non, mon ami, va travailler. Tant que tu perds ton temps, va travailler. Va apprendre une compétence technique. Tu commences à gagner de l'argent avec. Mais il faut dire, j'étais en train de regarder les statistiques de mon épouse ce matin sur les réseaux sociaux. Elle a touché 1 million de personnes avec une vidéo. Wow. 1 million de personnes. Wow. Mais c'est une vidéo comique. Ah. Oui, ça veut dire que si tu vas sur Internet avec pour intention de vendre, Internet, pour les Africains, n'est pas fait pour vendre. 99% d'Africains ne savent pas qu'on gagne l'argent avec Internet. Eux, ils savent qu'ils vont là-bas quand ils veulent se divertir. Et aujourd'hui, on a tellement transformé le cerveau de telle sorte que le divertissement est devenu un travail. Oui, justement. On se lève le matin, on va sur TikTok, on gaspille les mégas et on se relève. Donc, moi, j'ai commencé à... Même la majorité des créateurs de contenu, c'est divertissement. Hein? Non, mais c'est le pilier le plus rapide pour avoir de la visibilité. Oui. Tu vois, quand nous, on célèbre, j'étais vu célébrer les 100 vues sur YouTube. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Ils savent pas. Sur YouTube. 100 abonnés. 100 abonnés. 100 premiers abonnés. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire 100 abonnés sur YouTube. Alors que tu fais du contenu professionnel éducatif. Non, mon frère. Tu sais que sur TikTok, juste le fait de passer sur ta vidéo, c'est une vue. Sur YouTube, il faut que quelqu'un voie pendant minimum 3 secondes pour qu'on considère que tu as fait. Il faudrait que la personne clique d'abord pour commencer. Parce que voir, c'est une chose, il faut d'abord cliquer sur la vidéo. Voilà. Et aller regarder. Donc, tu vois que si tu ne fais pas du divertissement, tu vas faire comment pour avoir 1000 abonnés sur... Ouais, c'est compliqué. Tu vas faire comment pour que tes vidéos... J'étais en train de regarder une vidéo de Philippe Simo, effectivement. Il a posté ça il y a 4 ans. Mais je dis donc, ce monsieur est sur YouTube
depuis plus de 4 ans. Parce que s'il a posté ça il y a 4 ans, ça veut dire qu'il est là depuis bien avant. Bon, nous qui commençons à étudier, parce que c'est maintenant qu'ils découvrent que YouTube même bien. Hein, non, YouTube est meilleur. Oui, YouTube est meilleur. Mais ça veut dire que c'est dans combien d'années qu'on va s'en sortir alors qu'on ne fait pas du divertissement. Oui. Tu vois, les gens vont sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent se divertir. Et quand moi j'ai commencé, comme je disais, on m'a dit que tu vends, il te faut des produits, enfin, il faut les photos des produits, tu vas mettre en relation le vendeur avec le client. C'était une chance pour moi parce que je n'avais pas d'argent. Donc, si on me demandait l'argent pour acheter un produit, vrai, même s'il faut que tu me prêtes, je ne sais pas quand il va te rembourser parce que c'était trop fort. J'étais pauvre chronique. Quand j'ai commencé ça, il faut aller sur Internet chercher le client. Il faut de l'argent pour aller sur Internet chercher le client. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ça aussi. Parce que si tu veux te baser sur la portée organique, les publicités que tu fais là, personne ne sera jamais intéressé par ta publication où tu dis que tu vends quelque chose. Ouais. Les gens sont intéressés par le divertissement. Justement. Donc, quand tu viens au début, tu dis que bon, moi je vends les produits de ceci, j'ai telle marque là, tu peux trouver ça dans tel endroit, mon frère. Tu es d'abord qui? Tu sors d'où? Tu te lèves un matin, tu vas dire que tu vends les choses. Non. Et sur quoi? Sur une page qui a 2-3 abonnés. Même pas sur ton profil. Il faut commencer par bâtir ta communauté. Vraiment, la formation est hyper primordiale. Capital. Ça va, tu vas passer ton temps à te perdre. Oui. Tu vas rien faire parce que tu vas dire que non, il faut une page, tu crées la page. Peut-être tu invites un peu tes amis, la famille à liker. Bon, on dit que tu montes à 10 likes. Ouais, au début, tu commences maintenant à poster les produits. Tu postes spécial promo. C'est tout ta famille, les membres de ta famille et tes frères qui viennent liker. Gars. Et pour qu'on like, il faut que tu prennes le lien, tu passes sur WhatsApp, tu envoies, et par tes likes. Mon frère, bon. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'il fallait obligatoirement payer la publicité. Ouais. Obligatoirement. Et tu es pauvre. Tu as faim. Tu as laissé une famille qui a faim. Tu te lances dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Il fallait donc que je commence par la formation. Je fais 2 mois de formation et c'est pendant cette période que j'ai compris que la famine ne peut pas tuer un Africain. Il y a beaucoup de personnes qui ne se lancent pas dans une activité entrepreneuriale parce qu'ils se disent que si je me lance maintenant avec rien, je vais faire comment? Pour manger, pour vivre. Non. Je me suis lancé. Ça, c'est très pertinent. Hein. Je me suis lancé par obligation. Mais je me suis rendu compte que le processus était très long. Les choses qu'on me disait, on me disait, bon, tu vas commencer, dès que tu fais comme ça, tu vas gagner beaucoup. C'est faux. C'est faux. Il faut que tu construises une communauté de personnes qui vont consommer les produits et qui vont redistribuer les produits. Parce qu'il est impossible de réussir seul. Et pour que tu construises la communauté, il faut un élément de confiance. Il faut que les gens te fassent confiance. Tu vas avoir confiance aux gens. Les gens vont avoir confiance en toi. Par quoi? Moi, le seul élément, puisque aucun membre de ma famille ne me faisait confiance, aucun ami ne me faisait confiance, ça fait que quand je commence, je parle, dis que voici une activité que j'ai lancée, puisqu'on dit qu'il faut bâtir une communauté. Si on travaille ensemble, on va gagner ensemble et tout. Mon frère, tu ne ressembles même pas à 100 000. Tu viens me parler d'un truc qui donne des millions. Toi-même, essaie d'analyser. Et d'abord les millions avant les revenus. Bon, j'ai même eu les millions, maintenant je suis revenu. On trouve que je suis dans la sorcellerie. Donc, tu vois que tu es pauvre, tu proposes une activité, on te dit que c'est parce que tu es pauvre. Maintenant que tu as un peu, tu proposes une activité, on te dit que c'est parce que tu as un peu. Finalement, aucun membre de ma famille ne me fait confiance. C'est pour ça que toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils se disent que leur premier client, c'est leur cercle d'influence. Mais si tu comptes sur ton cercle d'influence, tu as échoué avant d'avoir commencé. Ouais. Puisque ce n'est que 1%
Donc, ta réussite va dépendre à 1% de ton marché chaud et à 99% de ton marché froid. Les gens que tu ne connais pas. Ça me rappelle Matt et Karine, quand elle disait que le vrai business commence quand tu commences à vendre aux inconnus. Et c'est ça. Quand tu vends aux personnes qui te sont proches, aux membres de la famille, aux amis, tu es dans ta zone de confort. Tu ne fais pas encore du business. tu t'essaies encore. Non, tu te bats. Le vrai business commence quand tu ne comptes même plus sur ceux-là pour faire ton chiffre d'affaires. Effectivement, donc, moi, il y a des personnes à qui je devais faire confiance. Je sors dans un environnement où je suis électricien. J'entre dans un truc où il faut vendre des produits de santé, des produits cosmétiques. Ouais. Et c'est le digital, c'est des trucs nouveaux pour tout le monde. Non, mais attends, tu vas vendre à qui? Ça fait que mon élément pour que les gens me fassent confiance, c'était le produit. Et pour que tu vendes le produit, il faut que tu te fasses connaître. Il faut acheter les contacts sur Facebook. Le sponsoring. Ouais. Alors, je me suis formé sur le sponsoring. J'ai lancé les ventes et j'ai ciblé les zones hors du Cameroun. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai ciblé le Tchad, le Congo, Brazza. J'ai vendu les produits contre les faiblesses sexuelles au Tchad. Tous les distributeurs de ces produits au Tchad, j'ai créé la pénurie. Jusqu'à ce qu'il y en a qui ont commencé à me faire le chantage, augmenter le prix. Que non, on ne te vend plus à tel prix. Si tu veux envoyer quelqu'un. Même quand ils ont augmenté le prix, j'ai toujours envoyé. J'ai aussi augmenté sur Internet, j'ai envoyé jusqu'à ce qu'il tombait en rupture. Alors, ma seule possibilité, c'était de faire venir les produits du Cameroun pour le Tchad. Parce que je vendais tellement. Et on m'arnaquait et c'était compliqué. Là-bas, c'est le quotidien de tout entrepreneur. Surtout lorsque tu fais du business à distance, ça ne peut pas manquer. Il y a toujours des personnes. Je suis allé voir un distributeur camerounais, puisque je n'avais pas de produits, je n'avais pas d'argent pour avoir les produits. Je t'explique d'ailleurs comment je constitue le cash flow. Oui. Donc, puisque je vendais, ça me donnait des commissions. Je prenais des commissions, je remettais en ligne pour revendre. Jusqu'à aujourd'hui, ma famille sait que on peut ne pas manger à la maison. Mais l'argent ne peut pas manquer dans ma carte pour faire la publicité. C'est impossible. C'est le capital. C'est une discipline personnelle que nous, là, on ne rigole pas avec ça. Si on ne mange pas, on doit faire la publicité. C'est ce qui rapporte à manger. C'est ça qui rapporte. Si on mange la publicité, c'est que c'est fini, non? Alors, je décide de voir un distributeur. Je lui dis, voilà les clients. Elle me voit comment il y a la liste des contacts. Les gens attendent. Où est le produit? Ça vient quand? Vraiment, c'est comment tu peux me donner un truc? Ça commence à marcher. Tu dis que c'est en rupture. OK. Elle décide de me faire un paquet que je vais expédier. L'un des contacts que j'avais au Tchad, c'était un beau-frère. Je lui supplie de m'aider à prendre les produits à Koussiri, donc à la frontière, et rentrer dans le pays au Tchad avec. Il accepte de m'aider. Ce n'était pas pour lui. Il devait m'aider juste pour que mes clients récupèrent. Quand il arrive à la frontière, il récupère les produits, il veut entrer dans le pays avec, on récupère, on lui dit que il est passé de façon illicite avec des produits dans le territoire et on l'enferme. J'ai dit quelqu'un qui voulait m'aider à se faire entrer. On le récupère avec les produits et on l'enferme. Donc, je suis d'abord pauvre. Et maintenant, je mets mes problèmes sur quelqu'un d'autre. Il faut que je trouve de l'argent pour qu'on le fasse sortir. Après des négociations. Et qui me sauve? Un client qui avait acheté le produit et qui était commissaire là-bas. Je ne sais pas si tu vois un peu la portée du digital au-delà de l'argent, le relationnel. Je l'appelle, je lui dis que voilà. Il dit non, attends, je vais appeler. Il appelle. Et comme les gars, apparemment, puisque je vendais beaucoup sur Internet, les gens avaient déjà remarqué ce produit. Et les policiers, là, ils disent qu'ils ont brûlé. Ils disent au monsieur que c'était des produits périmés, nous on a brûlé. Ce n'est rien plus ça. Les gars ont pris ça et on sait où c'est parti. On sait où c'est parti. Ça fait que
ces gens-là, quand ils ont... Ça fait que ces gens-là, quand ils ont récupéré les produits, tu te rappelles que j'avais pris ça chez quelqu'un? Oui, ici au Cameroun. Je n'avais pas donné l'argent. Je disais qu'ils vont acheter, je vais t'envoyer. Donc, j'ai dû trouver de l'argent pour que le gars sorte. J'ai dû trouver de l'argent pour rembourser les produits que tu as pris sans payer. Sans payer. Malgré ça, j'ai décidé de me lever un matin et d'aller au Tchad. Je t'ai dit que tu dois trouver un moyen de faire confiance, un moyen que les clients te fassent confiance. Et puisque je n'avais pas encore le branding, mon seul moyen, c'est le produit qu'ils consomment, ils sont satisfaits, ils doivent me faire confiance. Et ils m'ont fait confiance. J'ai trouvé qu'il fallait donc que j'aille construire une communauté là-bas. Je suis allé. Je quitte du Cameroun pour le Tchad avec 10 000 francs en poche. C'est très incroyable. Mais parmi ceux qui regardent ça, il y a des gens qui savent de quoi je parle. Je vais expliquer comment ça s'est passé. Ça permet que les gens comprennent qu'on n'attend jamais d'être prêt avant de commencer quelque chose. Alors, je décide que je vais aller au Tchad et j'écris la date à laquelle je vais aller au Tchad. Mais je ne suis pas prêt. Ça, c'est combien de temps Je n'ai rien. On est en 2021, non? Quand j'ai commencé à vendre. Quand tu décides que tu vas aller au Tchad? 2 mois avant. Ok, oui. Parce que j'avais déjà vendu, j'ai eu ces problèmes-là. Malgré que j'ai eu ces problèmes, j'ai dit qu'ici, oui, tu as vu une opportunité. Oui, tu as vu une opportunité. Puisque les gens ont acheté sans demander, tu hausses le prix, ils achètent. Tu baisses le prix, ils achètent. Donc, ils avaient le pouvoir d'achat. Je dis qu'il faut que j'aille là-bas. Quand j'ai écrit la date, le moment commence à venir, je n'ai pas l'argent. Le moment commence à... Je cherche, je n'ai pas l'argent. Le jour du voyage, je fais mon sac. Même mon épouse ne sait pas que je n'ai pas l'argent. Je fais mon sac et je sors avec mon sac. Je n'ai pas d'argent. Tu pars au Tchad? Oui, et je pars au Tchad. Je ne connais pas le Tchad. Oui. Je n'étais jamais allé au-delà de Bertois. Il y a un monsieur qui m'avait appelé. Le jour où je suis sorti avec mon sac, le monsieur m'avait appelé pour une formation, pour que je l'aide à... Parce qu'il avait lancé son entreprise. Je l'aidais à faire les formations pour que son business prenne. Je finis la formation le soir, là. Il me donne 10 000 francs. Merci, coach. Vraiment, tu m'as... Non, 10 000. C'était le 10 000 là. Ah, c'était le 10 000 là que tu quittais. Oui. Il me donne 10 000 francs. Oui. Je dis merci vraiment pour ton... Merci, vraiment, merci. J'ai prévu un petit truc pour toi là. Il dit que bon, c'est rien, hein, c'est rien. Mais bon, comme tu donnes là... On ne refuse pas. J'ai pris les 10 000 francs. Et c'était ça mon transport au départ. J'arrive à Mvan, à l'agence. Je demande que pour aller... Parce que je devais d'abord m'arrêter en Gaoundéré, après Garoua, après Maroua, et puis je vais entrer à Kousséri, et puis c'est la frontière. Je dis, pour aller en Gaoundéré, c'est combien? On dit, c'est 10 000 francs. J'ai 10 000 francs en poche. Je donne. Puis si je partais, non, je pas au Tchad. Oui. J'ai donné les 10 000 francs. Ça faisait 17 heures de route. Pendant 17 heures, il y a des gens autour de toi qui mangent, ils prennent la pause, ils boivent de l'eau, ils boivent le jus, d'autres s'arrêtent, ils boivent la bière. Ils viennent à côté de toi, ils mangent, ils croquent ça, tu regardes, tu es là. Tu n'as rien dans les poches. Pendant 17 heures de temps. Mais qu'est-ce qui m'a maintenu? C'est que je n'ai pas vu le temps passer. Parce que j'étais au téléphone. J'étais en train de relancer mes clients là-bas. J'arrive, j'arrive, je viens. Et je n'ai pas dit que je venais par route. Hein. Bon, il faut lever le charisme. Que je vais atterrir. Donc, je ne disais pas que j'ai pris le vol, mais je vais atterrir tel jour. Parce que j'ai évalué, on m'a dit que c'est 3 jours de route. Donc, j'ai dit que j'atterris tel jour à telle heure. J'étais en train de discuter avec tout le monde. Je vendais encore. Donc, puisqu'il y avait d'autres produits, j'avais choisi aussi de faire dans les douleurs articulaires. Donc, je vendais les produits contre les douleurs articulaires parce que
la majorité des personnes à partir de 40 ans, ils ont des problèmes, mal de genoux, mal de ceci. Donc, douleur articulaire, j'avais choisi ça aussi. Ça passait beaucoup. Pendant ce temps, je vendais. Pendant qu'on voyageait, il y avait un monsieur à côté de moi. Lui, il avait sa tablette, belle tablette Samsung, un truc que j'enviais. Il est là-dessus, il manipule, il a allumé son truc. Il est là, il regarde. Et c'est pendant la nuit, tu sais que quand la nuit, là, quand il a mis son truc, ça brille fort. Mon frère, est-ce que tu peux baisser un peu la luminosité? Ouais. Il est là, il enchaîne film sur film, film sur film. Mon frère, pendant 17 heures. Quand on arrive à l'entrée de la ville, j'ai dit au monsieur que est-ce que vous savez que votre téléphone là peut vous produire de l'argent? Moi, je peux vous former gratuitement à utiliser ce même truc-là pour gagner de l'argent. Parce que moi, pendant qu'on voyageait ensemble, là, j'ai vendu 2 millions. Le gars m'a dit, en grondant, moi, je n'aime pas l'argent facile. Je ne suis pas dans vos machins, vos chemins que vous êtes sur ça là. Tu vois comme si je suis un idiot là. Tu as vendu 2 millions. Quel 2 millions? On est assis dans un bus, tu vends 2 millions. Jusqu'à tu veux déjà me vendre un truc. Jusqu'à tu veux me dire que tu veux me former. Je n'aime pas les choses qui sont louches. Et il est parti. Étant très furieux. Ouais. Ça, c'est l'une des choses qui nous bloque énormément. Hein. Le manque d'information. Oui, même pas seulement le manque d'information, mais nos croyances. Oui. Parce que là, il a eu l'information, mais il n'a pas pris l'information en compte. C'est possible. Il y a des gens qui gagnent 2 millions, c'est quoi? Il y a des gens qui gagnent par minute qui passe, ils gagnent des Je lui ai millions. même pas dit que j'ai gagné 2 millions. J'ai vendu 2 millions. On parle de chiffre d'affaires, c'est même pas le bénéfice là. Mais il n'a pas cru. Il dit que ce n'est pas possible. Tu vois, j'arrive en Gaoundéré et il y a un oncle qui devait me recevoir là-bas. Lui ne savait pas qu'il n'avait pas l'argent. Je ne lui ai pas dit qu'il n'avait pas l'argent. Ma seule prière, c'était qu'il ne me dise pas que bon, si tu arrives, prends la moto, tu viens me... Heureusement, il a dit que je viens te chercher à la gare. C'est comme ça qu'il vient me prendre. Et étant en Gaoundéré, j'ai des partenaires qui m'accompagnent, qui me disent, mais tu es déjà parti. N'est-ce pas, tu as dit que tu n'avais rien. J'ai dit que je suis quand même parti. Non, laisse, on va t'envoyer ceci, on va t'envoyer. C'est comme ça que je continue jusqu'au Tchad. Arrivé au Tchad, je dors chez un beau-frère, celui qu'on avait enfermé. Je dors chez lui au sol pendant 2 mois. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Je rencontre des partenaires, je rencontre des gens, je noue des relations. Et aujourd'hui, le Tchad, c'est le marché qui me porte le plus de chiffre d'affaires. Alors, si j'avais attendu d'être prêt, d'avoir tout l'argent qu'il faut, est-ce que je serais parti au Tchad un jour? Je suis allé au Congo-Brazza par la même procédure. J'ai commencé par vendre. Ensuite, quand les gens ont consommé les produits, ils étaient satisfaits. Je suis descendu sur le terrain. Pour un partenariat d'affaires. C'est pour ça, dans mes formations, je dis le plus important, ce n'est pas de vendre le produit. En fait, il n'y a pas de client sur Internet. Il y a le contact que tu dois transformer en prospect, en client et finalement en partenaire d'affaires. Mon but, chaque fois que j'ai vendu un produit, c'est que la personne qui achète doit être mon partenaire d'affaires. Aujourd'hui, j'ai 2500 partenaires d'affaires dans le monde qui consomment et qui recommandent les produits pour lesquels je fais de la mise en relation en ligne. Wow. Ça, c'est magnifique. Donc, imagine que 2500, chacun achète seulement pour 100 000 par an. Wow. Tu vois ce que ça donne. Mais j'ai commencé par quoi? Accepter de payer le prix. Sacrifice. Et j'avais faim. Tu vois que quand je pars du Tchad, si j'ai 10 000 francs, ça veut dire que j'ai rien laissé à la maison. Pendant une certaine période, pendant que Covid chauffait, mon épouse est tombée malade, Covid. Et elle allaitait. Elle a eu le Covid. Elle a eu Covid. Et elle allaitait. Elle est l'enfant. J'étais à Douala, je n'ai pas pu rentrer parce que je n'avais pas d'abord le transport, premièrement. Deuxièmement,
Même s'il rentrait, il n'avait pas l'argent pour l'amener à l'hôpital. Il s'est soigné avec quoi? Avec les herbes d'eucalyptus, les formules de ceci, de cela. Je ne sais pas si tu comprends à quel point on était dans cette situation. Elle aurait pu y passer. Mais bien sûr, c'était quand on dit Covid. Et elle faisait vraiment la maladie. Wow. Mais ça n'a pas empêché que je sorte, que j'aille chercher. Et c'est ça le problème que nous on a. C'est qu'on se dit que si on part, on va faire comment? Mais tu es resté, tu as fait comment? Tu as apporté quoi? À qui? On va manger l'amour et boire de l'eau. Et à la maison, comment est-ce que madame a pris cela? Comment est-ce qu'elle a géré le truc? Est-ce qu'elle était fâchée? J'ai eu beaucoup de chance. Non, c'est normal qu'elle soit fâchée, non? Oui. Mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ça ne donne même pas. Au début, ça ne me donnait rien. Mon premier virement, c'était 8 000 francs au début. 8 000 francs. Après 3 mois, on m'a donné 8 000 francs. 90% des personnes avec qui j'ai commencé et qui ont eu des bonus aussi minables sont partis. Ils ont abandonné, ils sont allés, ils sont salariés, ceci. Et aujourd'hui, ils m'envient. Parce que j'ai été persévérant, j'ai été constant dans l'action. Et ça a donné les résultats que ça a donné. Et les gens qui vont te dire que tu es dans la secte, surtout qu'ils portent des chapeaux là, c'est grave. On a une voisine qui trouve que c'est très louche ce qu'on fait. Voisine. Même quand qui tu nous a vus, qui nous a vus dans la situation dans laquelle on était, qui nous a vus dans notre quotidien, mais qui dit ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'on ne me voit jamais sortir avec quelque chose que j'ai porté, ou bien aller au travail, revenir, ou bien faire ceci, cela. On ne comprend pas. Bon, ton argent sort d'où? Bon, explique. L'argent, là, tu prends ça où? Ça, tu ne te sors même pas pour aller à la banque parce que je peux faire 1 semaine, 1 mois dans la chambre. Je n'ai pas de problème. Je suis en train de faire de la mise en... Je suis en train de connecter les gens. Et aujourd'hui, j'ai pu visiter Dubaï. J'étais récemment en Chine. Mon premier voyage pour le Tchad, c'était par route, mais j'y suis plus allé par route. Je suis allé au Congo, j'étais récemment au Burkina Faso. Et tu vois le genre de conférence que j'organise maintenant. Ouais. Mais ma première conférence, c'était au Somatel Hotel. Je ne sais pas ce que le Somatel Hotel a avec les entrepreneurs. Parce que j'ai suivi l'histoire du Dr Claudel. Oui. Avec le Somatel Hotel. C'était le même truc. Pardon. Donc, au Somatel Hotel, puisque quand je sors du monde du salarial, il y a beaucoup de gens qui me connaissaient, donc je me disais, bon, si j'organise une conférence, non, mais attends, j'ai tellement d'amis, j'ai tellement de relations. Ouais. Donc, il suffit seulement que lance une invitation là, non, la salle va remplir. Quand j'arrive ce jour, je regarde la salle. J'ai dit aux gens là que la salle c'est petite. La salle c'est trop petite. Combien de places? Ça faisait 200. Ils avaient mis 200 chaises. Oui. Mais ça pouvait prendre 300. J'ai dit que la salle est trop petite. Ajoutez les chaises. Ajoutez. Il faut au moins, j'attends au moins 300 personnes ici. On a attendu 1 heure. Il y a eu 3 personnes sont venues. 2 heures. Donc, on avait pris la salle pour 3 heures de temps. Donc, déjà à 2 heures de temps, il y avait 5 personnes dans la salle. On finit la conférence avec 10 personnes. Parmi les 10 personnes, il y a les caméramans qu'on avait appelés. Le direct d'essai encore sur ma page jusqu'à aujourd'hui. Si je les avais appelés, retransmis en direct, parce qu'il faut qu'on voie la foule. On doit voir que je viens de lancer un nouveau projet. Il y a eu 10 personnes qui sont venues. Wow. Mais est-ce que ça m'a empêché d'organiser les prochaines conférences? Non. Aujourd'hui, j'ai même plus besoin d'inviter suffisamment que je poste pour que les gens se ramènent. Tu vois? Donc, le digital, ce que ça m'a donné aujourd'hui, non, en fait, je ne pouvais pas imaginer que ça peut atteindre le niveau-ci. Mais je ne peux pas.
Et quand je parle en termes de chiffres, les gens disent toujours que voilà, tu vois la fameuse vidéo 300 millions de chiffre d'affaires. Quand je dis que j'ai fait 300 millions de chiffre d'affaires, mais les gens m'ont insulté sur Internet que comme moi, l'idiot là, 300 millions comment? Donc, on ne fait même pas la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Les gens m'ont dit que mais tu ne payes pas les impôts, tu vas faire ça, on doit te chercher et tout ça. En fait, si je peux donner mon point de vue par rapport à cela, parce que je pense que c'est important d'édifier les gens sur certaines choses. En effet. Parce que beaucoup de personnes se bloquent énormément par rapport à tout ce qui est business en ligne. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde, par exemple, parmi les plus riches au monde, ce sont des personnes qui sont dans le digital. Bien sûr. On a Mark Zuckerberg, on a... même Elon Musk est l'homme le plus riche. Oui, il est avec Tesla et autres. Non, mais son premier business, c'était PayPal. Oui, PayPal. Et même après PayPal, son deuxième business, c'était toujours en ligne. Comment on appelle ça encore? Bon, ça m'échappe. Mais en fait, la majorité des milliardaires aujourd'hui, c'est en ligne. Lorsqu'on voit le promoteur d'Amazon, Jeff Bezos, c'est en ligne. Facebook, c'est en ligne. Même Jack Ma, Alibaba, c'est en ligne. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, le digital, c'est l'un des moyens les plus rapides de gagner de l'argent. L'un des moyens les plus rapides. Moi, je me rappelle, pendant la Covid, c'est la période où j'ai gagné le plus d'argent de ma vie. Parce que les gens étaient à la maison. Lorsque tu lances une campagne publicitaire, automatiquement, les gens te contactaient de partout. Ça prend. Donc, j'ai vendu jusqu'à quelque chose comme ça et dit que j'étais épuisé. J'avais 6 personnes qui répondaient seulement aux appels et aux messages. Et si après cela, je m'achète une voiture, les gens vont dire que tu sors d'où la voiture, là, c'est comment? Mais c'est possible, en fait. C'est possible. C'est même plus possible. Les gens le font et on voit. Oui, les gens le font au quotidien. Il ne faudrait pas qu'on se bloque. Je suis à 3 ans d'activité. 3 ans. J'ai commencé. La première conférence dont je parle là, c'était le 29 janvier 2021. Nous sommes en 2024. Et lorsque je regardais, je vais un peu dire le chiffre comme ça, parce que il faut que les gens... Oui, il faut que... ouais. En fin 2023, quand j'ai fait le bilan, j'ai généré 37 millions. 2023. Oui. 37. Bon, quand j'étais salarié, mon plus gros salaire, c'était 250 000 le mois. Aujourd'hui, il y a des semaines où j'ai 2 millions, un virement parce que j'ai réalisé du chiffre d'affaires. 2 millions. Tout récemment, j'ai eu un chèque de 10 millions donné par une entreprise qui me dit d'aller acheter une voiture. C'est la voiture que j'ai maintenant. Mais est-ce que les difficultés sont finies? Pas du tout. Je suis à Douala, je suis parti de Yaoundé tout à l'heure. Je ne suis pas venu avec ma voiture parce que je n'ai pas l'argent pour mettre le carburant dedans. C'est l'une des choses qu'on cache beaucoup. Les difficultés quotidiennes de l'entrepreneur. Je n'ai pas l'argent pour mettre le carburant. Pourquoi je n'ai pas de l'argent? Parce que j'ai tapé poteau au Burkina Faso. Je suis allé au Burkina. J'ai organisé des grandes conférences. J'ai pris une salle de 600 places. Il y a eu moins de 300 personnes qui sont venues. Je ne sais pas si tu évalues un peu le coût. Oui, je vois. Donc, ça a pris combien pour le billet d'avion? Ça a pris combien pour la salle? Et j'ai invité l'un des influenceurs les plus connus d'Afrique. Oui, d'Afrique. Parce qu'il est dans le top 100 des influenceurs les plus célèbres d'Afrique. Ça a coûté combien pour l'inviter? Et on n'a pas pu vendre 300 tickets sur 600 tickets qui avaient été imprimés. Malgré que les gens ont appris, j'ai bouffé la tontine là-bas. Il y a une dame qui est venue dire qu'elle n'a pas eu le rafraîchissement. Mais je vais expliquer ce qui s'est passé. Donc, on avait imprimé des billets classiques et des billets VIP.
Oui. Et les billets classiques, c'était entrée simple, il n'y a pas de problème. Billet VIP, c'est qu'on te donnait une bouteille d'eau. On devait te donner une bouteille d'eau. Tu devais être assise devant. Et on te donnait à la fin de la conférence 3 livres audio gratuits. Alors, elle était assise devant. Elle a reçu les 3 livres audio gratuits. Mais elle n'a pas reçu le rafraîchissement comme tous les VIP. Personne n'a reçu le rafraîchissement. Pourquoi? Parce que quand on achète les bouteilles d'eau, on arrive, les gens de la salle disent que interdit de venir ici avec quoi que ce soit. On n'amène rien ici. Donc, en fait, tu as vu tout le récit qu'elle a fait là. C'était parce qu'elle n'a pas reçu une bouteille d'eau. Et quand tu vois les commentaires qu'il y avait dessus, mais si tu n'es pas fort... En fait, les gens ont profité de l'occasion pour se verser. Si tu n'es pas fort, tu vas dire que, mais attends, tout le sacrifice là même, c'est pourquoi j'abandonne maintenant. En fait, moi, je profite de ça pour faire une petite parenthèse parce que très souvent, on se dit que les gens qui communiquent en ligne là, ils sont en fait. Là, ils n'ont pas d'émotion. C'est pas le cas en fait. C'est pas le cas. Certes, très souvent on néglige les faux commentaires, on néglige certaines choses. Mais c'est important. Lorsqu'on fait un certain niveau de sacrifice pour pouvoir faire quelque chose et après quelqu'un sort de nulle part, il sort un commentaire. Parfois on néglige, mais ça touche quand même. Est-ce que tu sais que il y a une journaliste burkinabé qui a relayé cette information qui était fausse? J'ai dit journaliste. Je ne sais pas si tu comprends à quel point. Journaliste. Et la raison, c'est quoi? La raison est simple. C'est que je suis Camerounais. Seul le mot là suffit pour que les gens ne te font pas confiance. Je fais beaucoup l'Afrique francophone. Oui. Et je rencontre ça. Je suis obligé, quand j'arrive dans un pays, de changer le numéro de téléphone avant de lancer la campagne. Donc, je vais sur ma page, je change le numéro de téléphone. Je dois mettre un numéro de téléphone local pour que quand quelqu'un clique dessus, qu'il sache que c'est quelqu'un qui est effectivement dans le pays. Sinon, dès qu'on voit le numéro 237, mon cher ami. Ouais, les Camerounais. Tu vois, donc, qu'on me fasse confiance ou pas, dès qu'on a dit Camerounais sur ça, tu vois, cette journaliste a pris ça pour un fait réel et elle a relayé. Donc, personne n'est allé sur ma page, elle-même étant journaliste, qui normalement doit investiguer avant de relayer l'information. Elle n'est pas allée même simplement, la seule chose qu'elle pouvait faire, c'était d'aller sur ma page. Parce que si tu es un mamailleur, comme on dit chez eux, ou un arnaqueur, forcément, il y aura un commentaire sur ta page qui va... Ou bien un commentaire sur toi. Tu tapes seulement le nom de la personne. Il y aura un commentaire qui va attester que tu fais souvent des choses qui ne sont pas bien. En fait, moi, j'ai compris aussi une chose, c'est que beaucoup de personnes en ligne, ils extorisent juste leur frustration. Oui, c'est ça. Et donc, ils ont trouvé l'opportunité de se défouler et ils se défoulent. Voilà, et certains le font parce qu'ils ont besoin de visibilité aussi. Ils ont besoin de likes, ils ont besoin de tout ça. Donc, elle n'a pas pris le temps de vérifier que, mais attends, quel est le type de contenu que le type propose? Est-ce qu'il y a des témoignages? Est-ce qu'il y a des choses qu'il fait qui sont vraies? Mais pourquoi cette personne est la seule à se plaindre sur les 300 personnes qui sont venues? Rien. Non, mais on a fait ça. C'est l'une des difficultés qu'on rencontre lorsqu'on sort du pays. L'aspect confiance. On ne te fera pas confiance seulement parce qu'il y a 237 sur ton numéro ou encore qu'on t'a présenté comme étant Camerounais. Il y a un musulman, un Aladi. Tu sais bien c'est quoi un Aladi? Burkinabé qui me dit, Coach Marcel, c'est à partir de toi que j'ai su qu'on pouvait faire confiance à un Camerounais. Ça veut dire que l'image des Camerounais... Mais je dis que le mal est très profond. J'ai vécu ça au Tchad, j'ai vécu ça au Congo-Brazza, j'ai vécu ça au Burkina Faso très récemment. Mais c'est à juste titre parce que effectivement, il y a des gens qui ont été bien arnaqués, qui ont été lavés, comme on dit, par les Camerounais. Parce que quand le Camerounais veut faire, il fait bien. Oui, il fait ça sale. Il fait ça bien. S'il veut bien faire quelque chose, il va bien faire. S'il veut mal faire quelque chose, il va bien faire.
Bah, bien mal fait. Mais par contre, on est très intelligent, très apprécié, très bon formateur. Mais il y a cette graine-là qui salit le... Donc, voilà un peu les difficultés. Au-delà des difficultés financières, il y a les difficultés du fait que tu es dans un environnement où 98% des gens qui sont autour de toi ne comprennent pas ce que tu fais. Et ne cherchent même pas à comprendre. Ils sont dans l'état d'inconscience inconsciente. Ils ne savent pas que ce que tu fais là, c'est le chemin. Ils te disent que tu es dans l'erreur. Imagine, vous êtes 100, il y a 98 personnes qui te disent que ce que tu fais n'est pas bien. Ouais. Mais si tu n'es pas fort, si tu n'as pas le mindset qu'il faut, mais tu vas abandonner. Tu vas lâcher. Et c'est pour ça que beaucoup lâchent. Parce qu'ils se disent que ce n'est pas la voie. Pourtant, c'est la voie. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Non, c'est clair. C'est clair. Donc, à travers cela, moi, je comprends que l'image du Camerounais est vraiment biaisée à l'international. Entaché. Oui. Et ça c'est partout. Même dans les pays développés, même en Europe, même à Dubaï, même en Chine. Même en fait, la majorité des pays, les Camerounais n'ont pas réellement une bonne réputation. J'étais en Chine, un Camerounais m'a frappé jusqu'à aujourd'hui. Un compatriote, il disait que non, ne pars pas vers eux, laissez les gens là, ils sont les frappeurs. Non, finalement, c'est lui qui t'a frappé. Donc, je ne sais pas. Pourtant, les Camerounais, en général, on a quand même une bonne éducation, comparé à beaucoup. C'est juste que, comme tu as dit tout à l'heure, quand on veut faire du mal, on fait bien du mal. Et quand on veut faire bien, on fait aussi bien. Mais vraiment, à l'extérieur, comme les gars sortent avec une rage de réussir, avec la niaque, très souvent à l'extérieur, ça ne reflète pas réellement ce que les Camerounais sont. En effet. Oui, puisque ici, c'est rare. C'est vrai qu'il y a beaucoup de frappeurs ici aussi, mais c'est quand même, le ratio est très faible. Par contre, à l'extérieur, là, quand les gars sortent, ils ont la rage. Par tous les moyens, ils veulent réussir. Donc, il n'a même pas de remords à briser les côtes. Donc, j'invite les gars, il faut un peu casser le rythme. c'est tout ce que je peux dire. Casser un peu le rythme parce que vous ne nous rendez pas la tâche facile. C'est clair. Vraiment pas facile. Oui. Non. Et c'est compliqué. Donc, à travers cet épisode, je comprends, on voit clairement que l'entrepreneur, c'est pas toujours des hauts. Il y a aussi des bas. Il y a des moments où c'est difficile. Oui. Ça peut arriver qu'on n'a même pas d'argent pour mettre le carburant. Ça peut même arriver qu'on n'a même pas assez d'argent pour rationner à la maison. Bien sûr. Ça peut arriver. Donc, et ça arrive même quand on a atteint un certain niveau. Oui. Et moi, je dis souvent, le docteur Claudel Noubissi aussi, il aime très souvent le rappeler, tout le monde est leader. Mais c'est clair, non? Tout le monde est leader. Ce n'est pas parce que peut-être toi, tu as atteint un certain niveau, tu vois, tu as pissé, ou bien toi, tu es en bas, tu dis que tu aimerais être comme celui-là. Tout le monde est leader. Je vais te dire, Hans, quand j'ai fini avec le questionnement, j'ai commencé à me concentrer sur Internet, sur les gens qui disent des choses pertinentes qui peuvent m'aider à m'améliorer. Parce que tu sais, l'algorithme de Facebook, lui, te donne exactement ce que tu lui demandes. Donc, avant, je ne voyais que ce qui est politique, ce qui est divertissement et tout. Et on me donnait exactement ce que je demandais. Donc, quand j'ai commencé à demander l'entrepreneuriat, on m'a donné Claudel Noubissi. Donc, c'est l'une des personnes que j'ai écouté le plus quand je commençais l'entrepreneuriat, qui m'a inspiré le plus. Et je l'écoute beaucoup. Pourquoi? Premièrement, parce que les convictions que moi j'ai l'impression qu'il pense exactement comme moi. Tu vois? Et puis, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, quand j'ai commencé à côtoyer les vrais entrepreneurs, j'ai compris que les gens pensent de la même façon. Tu as l'impression que ce que tu penses, quelqu'un a déjà... Donc, quand tu causes avec quelqu'un, vous comprenez tellement facilement que tu te dis, mais attends, toi, tu as pensé à ça quand? Tu as l'impression que vous pensez pareil. Premièrement, sur les questions de religion et spiritualité, il m'a bluffé. Mais alors, j'ai eu l'impression que finalement, je n'étais pas seul. Il y a des gens qui pensent que la religion,
Oui, va. Ça, c'est le plus important. Ouais. Qui le dit à ciel ouvert. Il n'a pas peur de quelqu'un qui te dit que c'est comme ça. Je m'en fous de ce que tu vas penser. Ouais. Et voilà, c'est pour ça qu'il est l'une des personnes qui bouffe le plus les tontines. Tellement. Il s'est fait, lui-même autoproclamé le président des bouffeurs de tontines. À juste titre. Donc, et c'est quand c'est à travers ces prises de position que j'ai compris que, mais attends, tu peux dire ce que tu penses et ça ne dérange, et ça dérange les gens, mais ça ne te dérange pas toi. Mm-hmm. Et si tu dis ce que tu penses et que tu tiens sur la durée dans tes convictions, ce que tu cherches, tu vas l'avoir, c'est tout. Il m'a beaucoup inspiré, Dr. Claudel. Ouais. Donc, on tend vers la fin du podcast. On va laisser un peu le plan professionnel. Oui. Parce que ici, on essaie un peu de creuser un peu dans la vie, on va dire, privée et personnelle de nos invités. Oui. Donc, sur le plan personnel, c'est-à-dire en dehors de toutes tes activités professionnelles, comment est-ce que tu gères le quotidien? J'ai la chance d'avoir une épouse qui me comprend beaucoup. Parce que on n'est pas parfait. Et quand on entre dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout quand tu commences à faire dans le personal branding, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Donc, et si tu n'as pas quelqu'un qui a la même vision que toi, je suis convaincu à 1000% que tu ne vas pas réussir. Je suis digitaliste, elle aussi est digitaliste. Je fais de la mise en relation, elle aussi elle fait de la mise en relation. Quand j'ai décidé de prendre les bureaux physiques parce que les gens commençaient à dire que tu es situé où et tout ça, tu ne vas pas dire que je suis dans la chambre. Donc, tous les voyages que je fais à l'étranger, c'est elle qui gère et le bureau et la famille. Des fois, je peux partir comme ça. Je donne juste des nouvelles de temps en temps. Mais elle sait que je vais pour quelque chose. Je suis en train de chercher, je vais revenir. Tu vois? Donc, si j'avais eu un environnement différent, je suis sûr que je ne serais pas où je suis maintenant. Donc, c'est tout pour moi. À travers cela, on comprend très bien que le partenaire de vie... Non, c'est primordial. Si tu n'as pas une personne qui épouse ta vision, vous allez vous séparer. Il n'y a rien à faire. Maintenant, ça me pousse à poser davantage de questions parce que lorsqu'on écoute ton parcours, on voit très bien que tu ne t'es pas destiné à être entrepreneur. Non. Et comment est-ce que tu as fait pour te dire que c'est celle qu'il te faut? Parce qu'aujourd'hui, on voit, elle t'accompagne dans ce que tu fais, elle adhère, ou bien tu as peut-être une technique spéciale que tu utilises pour la convertir. Tu vas partager avec nous. Mais très souvent, c'est un peu compliqué parce que si par exemple, moi, avec la position c'est vrai que je n'ai pas été vraiment salarié, je prends peut-être le cas quand j'étais étudiant. Le type de femme que je visualisais pour moi en tant qu'étudiant, ce n'est pas forcément le type de femme que je visualise aujourd'hui. Donc, s'il fallait que je me marie à cette époque, je ne suis pas sûr que celle que j'avais épousée à cette époque-là devait forcément correspondre à... Je vais te raconter un peu l'histoire de comment on s'est mis ensemble. Comme ça, tu comprends un peu quel est le type de personne qu'elle est. C'était ma meilleure amie avant d'être mon épouse. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que avant que je ne l'épouse, dans ma première relation, je sortais avec elle. Beaucoup le pensent. Ça veut dire parce que nous étions très intimes. Et ce qui me marque sur elle, c'est je suis malade, je manque de moyens et elle est la seule personne qui me trouve de l'argent pour aller me soigner malgré que j'étais en relation avec quelqu'un. Et lorsqu'on parle quand je dis que le digital m'a tout donné, le digital m'a aussi donné une épouse, parce que je l'ai connue sur WhatsApp dans un groupe WhatsApp. C'est pour ça que ma vie est complètement digitalisée, tu vois. Donc, ce geste, je me dis, mais attends, quelqu'un que tu as connu sur Internet, vous discutez, vous commencez à partager des choses et finalement, c'est elle qui t'accompagne. Elle est allée sortir, c'était ses dernières économies. Je me rappelle bien, c'était dans une microfinance, je ne sais pas comment, je ne me rappelle plus le nom, mais elle avait sorti tout ce qui lui restait c'était un carnet d'épargne
pour que je parte me soigner. Pourquoi est-ce qu'elle a fait cela? On était amis. Et je comprends qu'elle avait, je pense qu'elle avait un cœur qui battait. Bon, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que le simple fait d'être ami avec quelqu'un est suffisant pour aller... C'était au-delà de l'amitié, juste bonjour, bonsoir et tout ça. Déjà, on faisait la même réunion de communauté ensemble, on partageait certaines valeurs et tout. Donc, quand elle m'a dit ça, donné ça, ça m'a marqué. Maintenant, nous sommes intimes. Je lui parlais de mes relations. Elle me parlait de ses relations. Et quand une personne n'est pas liée à toi par rapport à une relation de sexe, elle peut te dire tout ce que tout ce qu'elle vit, elle peut te donner les moindres détails. Tu vois? Oui. Alors, lorsque ma relation se brise avec celle avec qui je passais mon quotidien, je suis là en train de réfléchir, à chercher, et elle me dit que finalement j'ai pris une décision, et mon gars là que tu connais là, je crois que je vais être avec lui. Mon gars, oui. La vie c'est les opportunités. Ouais. Je vois l'opportunité, je suis déjà libre. Je vois une opportunité qui est en train de m'échapper. Parce que je connais la personne. Ouais. Je connais la mentalité de la personne. Je connais la façon dont la personne est maternelle. Et tu vois comme ça qu'elle est partie. Et je dis bon, en fait, est-ce que tu ne penses pas que on peut se mettre ensemble et tout? Ça l'a choqué. Parce qu'elle me considérait comme son frère. Ouais, très souvent les femmes ne s'y attendent pas. Ça l'a choqué. Elle a fait au moins 2 semaines sans me parler. Non, j'ai insisté. Parce que quand je veux quelque chose, non mais laisse tomber. J'ai insisté jusqu'à ce que finalement, je ne sais pas comment elle a cédé, mais... Combien de temps après? Je ne me rappelle plus vraiment, mais je sais juste qu'elle a cédé à un moment donné parce que je mettais la pression. Ouais. Et c'était pas une pression trop agressive, donc pression stratégique. Est-ce que tu ne vois pas que regarde la façon tu me connais et tout ça. Donc... Les hommes sont très très stratèges. C'est-à-dire que parfois quand les femmes se disent toujours qu'ils ont une longueur d'avance, mais quand moi j'analyse toujours très souvent, l'homme a tout planifié, il a établi les schémas jusqu'à ce que... Non, je ne pouvais pas laisser tomber parce que je connaissais la personne. Et tu vois, lorsque je me suis mise avec elle, il y a une nourrice qui m'a dit que je ne te donne pas 6 mois. Ce couple-là va se briser. Elle n'est même pas venue au mariage. La nourrice là? Oui, elle n'est pas venue au mariage. Son mari était dans la région dans laquelle on a fait le mariage. Je l'ai vu passer pendant qu'on faisait la mairie. Il ne s'est pas arrêté. Les gens qui m'ont accueilli à Yaoundé. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que c'est une relation qui est vouée à l'échec. Et il se basait sur quoi pour dire ça? Sur des choses, je ne sais pas comment... Juste un feeling? Non. Beaucoup plus les pensées d'avant. Parce que je sors d'une relation où la fille est venue se plaindre chez vous. Vous ne m'avez pas écouté. Et vous m'avez jugé. Bon, moi, généralement, quand je vis, je ne donne pas des explications aux gens. Donc, si tu ne m'appelles pas pour me demander que ça s'est passé comment, moi, je vais rien te dire. Et je vais te laisser dans tes pensées. C'est beaucoup plus par rapport à l'ancienne relation que je vais te laisser. Non, tu ne peux pas laisser celle-ci pour aller. Je dis, bon, vous ne pouvez pas venir vivre avec moi dans mon... Je pensais que c'était un problème lié à l'ethnicité. Non. C'est moi qui sais qu'est-ce que je vis. Et c'est moi qui sais où je vais. Donc, personne ne peut décider à ma place. Tu vois, nous sommes à 5 ans de relation et rien ne s'est jamais passé. Au contraire, je me suis rendu compte que, tu sais, il y a des relations qui t'apportent beaucoup plus de karma positif. Oui. Il y a des personnes avec qui, quand tu te mets, il y a des choses qui vont mieux. Il y a des personnes avec qui, quand tu te mets en relation, mon cher ami, tu lis l'heure, comme on dit.
Ça, Donc, je pense que le fait de me mettre avec elle, c'est ça qui a boosté beaucoup de choses dans mon aventure entrepreneuriale. Surtout le fait de supporter les périodes de souffrance. Parce que pendant qu'on était en train de vivre le calvaire, elle a tenu bon. Il y avait des moments où je ne peux pas appeler pour demander comment ça va. Parce que quand on va commencer à t'expliquer, tu ne vas même pas savoir quoi faire. Non, attends. Oui. Si on te dit que bon, ça ne va pas, tu vas faire comment? Tu fais quoi? Donc, je restais là dans mon coin et puis les gens pensaient que j'étais insensible, mais non. C'est que tu sais que tu n'as pas de solution. Quand tu as posé une question pour laquelle tu n'as pas de solution, tu fais comment? Et puis, tu vas voir des choses qui amènent le mépris. Bon, toi-même, quand tu poses la question, tu demandes comment ça va là. Tu crois que quoi? Tu es dans... Non. Je reste tranquille, mais elle sait que... Je ne sais même pas. Des fois, je me demande comment elle fait pour tenir le temps que... Non. C'est une femme très forte qui... Oui. Une relation... Pour un entrepreneur, c'est l'une des choses qui fait le plus échouer et qui fait le plus réussir. D'accord. Bon, je vais profiter parce qu'on n'a pas très souvent la chance d'avoir des personnes qui se démarquent sur le plan des relations personnelles humaines, des entrepreneurs qui s'en sortent sur le plan personnel. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. C'est difficile. Donc, je vais profiter pour te poser la question, à savoir quels sont les conseils que tu peux donner à tout entrepreneur qui aimerait vraiment avoir une relation de couple épanouie. Voilà. Le premier conseil, c'est qu'il faut transmettre sa vision à sa partenaire ou à son partenaire. Il faut transmettre sa vision et permettre à son partenaire de faire le choix. Parce que tu ne vas pas imposer les choses, tu ne vas pas dire que, bon, voilà comment on a décidé qu'on va marcher. Tu lui expliques le pourquoi tu voudrais qu'on fonctionne comme ça, quelle est la finalité. Et si tu as obtenu cette vision à partir de quelque chose, il faut qu'elle connaisse la chose, là, il faut qu'elle sache la source de ta motivation. Quelle est la raison pour laquelle tu voudrais qu'on avance ensemble dans tel ou tel autre projet? Et pour ça, moi, quand je lis un livre qui m'intéresse, je finis, je lui transmets, je lui dis, lis ce livre. Je ne lui dis pas ce qu'on a dit dans le livre. Oui. Je lui demande de lire le livre et elle a son pouvoir de discernement. Elle sait que si telle personne a dit telle chose, mais c'est vrai ou c'est pas vrai. Je vais te raconter la période où on vole ma voiture. La veille, là où je demande qu'on gare la voiture, parce que c'est pas moi qui avais garé ce soir-là, elle me dit, ne garez pas la voiture là-bas. Ouais. Nous, on a ce problème-là que les femmes nous parlent, on veut montrer qu'on maîtrise. Mais elles ont un pouvoir qui dépasse notre personne, notre façon de penser. C'est vrai, mais parfois aussi, on ne sait pas trop. Parce qu'il y a aussi une nuance. Parce que si tu écoutes trop la femme, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas faire. Je suis d'accord avec toi. Et parfois aussi, quand tu veux trop l'écouter... Il y a des choses pour lesquelles, quand la femme te dit « ne fais pas ça », mon frère, laisse. Quand on m'a dit que la voiture est partie, elle n'est pas sûre par comment il va lui dire. Parce qu'elle avait averti que là où vous partez garer là, ce n'est pas bon. Je ne suis pas d'accord. Ouais. Mais tu sais que tu es une personne responsable, tu as atteint un certain âge, tu connais, tu sais quand c'est bon, quand ce n'est pas bon. Si une femme te dit que ça c'est truc, et toi tu vois que ce n'est pas ce qu'elle dit là n'est pas normal, ou vous asseyez, vous discutez, ou non, je ne suis pas d'accord avec toi, ça ne peut pas avancer comme ça. Mais quand elle te dit un truc que tu peux faire, et ça sort le négatif, mon frère, rentre, tu t'excuses, tu dis que chérie, c'est que tu as dit là, vraiment, j'ai compris. La prochaine fois, c'est pour ça que quand elle est énervée, il y a des choses que je perds. Et des fois, quand elle est fâchée, je perds de l'argent. Quand elle est fâchée, soit j'ai eu un accident, soit un truc va me... Tu vois? Ça fait que il faut que je puisse lui transmettre ma vision, qu'elle épouse cette vision, et qu'on avance ensemble avec la vision. Si je suis en train de faire le digital et qu'elle est en train de faire autre chose qui n'a rien à voir, on ne peut jamais se comprendre. Si je suis entrepreneur, elle est salariée et elle pense que c'est le salaire qui peut lui rendre riche.
comment on va faire pour se comprendre un jour? Il faut d'abord qu'on règle le problème dans la tête. Oui. Et maintenant, dans le vécu, ça va se régler. Tout commence par là. Il faut d'abord que la personne comprenne ce que tu es en train de vouloir faire, que la personne épouse ce que tu veux faire et qu'ensemble, vous avancez. D'accord. J'estime que ce conseil va aider plus d'un. Hein. Ouais. Déjà, moi, j'apprécie énormément parce que le choix du partenaire de vie, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est clair. Ouais, donc, je pense que ça va orienter beaucoup de personnes pour pouvoir réussir dans la vie parce qu'on peut bâtir des choses grandes, on peut se battre, on fait des choses grandes, mais tout simplement parce qu'on n'a pas fait le bon choix, on se retrouve en train de perdre tout cela dans un très court laps de temps. Ouais. Ou même encore les maintenir, mais avoir une vie pas du tout épanouie. Qui n'est pas épanouie. Ouais. Donc, c'est très important, les amis. Donc, on va continuer avec tes ambitions personnelles. On voit que tu as... C'est compliqué. Tu sais, quand je parle de mon rêve, c'est compliqué. Mon rêve, c'est de construire un centre d'accueil pour les personnes démunies. Dans ce centre, personne ne dépense rien. Le financement, c'est fonds propres qui vient de mes projets. C'est un rêve qui est issu d'une situation personnelle vécue. Il y a plein de gens qui sont dans des foyers qui ne s'en sortent pas parce que soit ils ne sont pas bienvenus, soit ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment et ils subissent ces souffrances dans leur chair. Oui. Moi, j'ai connu ça, j'ai vécu ça et je ne vous souhaite pas ça à qui que ce soit. Donc, j'ambitionne de trouver des personnes qui sont dans la même situation dans laquelle j'étais. Je vais les sortir de cette situation à travers ce centre. Et pour ça, il faut que je réalise des très grands projets pour pouvoir trouver l'argent pour le faire. OK. Donc, tu gagnes beaucoup d'argent. Pas là, encore assez. Bon, oui, on va dire... Bon, en posant, tu vas comprendre le sens de ma question. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais en termes de style de vie, on ne voit pas beaucoup en fait, tu ne communiques pas beaucoup sur ton style de vie. On a l'impression que tu gagnes beaucoup de l'argent. Tu dis gagner beaucoup d'argent, mais on ne voit pas réellement où l'argent n'a pas. La seule fois qu'on a vu où tu mangeais un peu d'argent, c'est quand tu as voyagé. C'est quand tu es parti à Dubaï ou en Chine. En dehors de ça, à quel moment, c'est quoi tes loisirs? On ne te voit pas en train de vivre, quoi. Moi, j'aime beaucoup aller en boîte de nuit. J'aime beaucoup là où il y a le bruit. Généralement, c'est l'endroit où je développe le plus des choses incroyables. Sauf que quand j'y vais, ce n'est pas pour danser jusqu'à la sueur coule sur moi et je rentre sous. Non. J'y vais, je m'assois, je prends ma smooth ou un bon vin et je suis au téléphone. La musique cogne, je suis en train de travailler. Des fois, je sors avec mon épouse, on va en boîte. Oui. On finit, on rentre, je ne me suis pas levé pour danser. Waouh. J'aime beaucoup ça. Et puis, j'aime les voyages. C'est pour ça que peut-être que ça me réussit bien, mais j'aime les nouvelles choses. Mais je vais te dire que je ne me permets pas encore de dépenser. Mon papa m'a dit un jour que choisis entre souffrir maintenant et sourire demain, et sourire maintenant et souffrir demain. Mais tu peux mourir en que temps. Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Les gens qui vont te dire qu'il faut vivre ta vie de maintenant, là, c'est des personnes qui n'ont pas de vision. Je t'ai dit qu'est-ce que je dois construire. Mais ce n'est pas un truc... c'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un truc qu'on va le faire le lendemain. Et pour que je puisse obtenir le cash flow pour le faire, il faut que je puisse mettre en place l'usine que je veux construire, qui va transformer la viande. Et ce sera un véritable écosystème. Donc, dans l'usine, la matière première est produite sur place, la viande est faite sur place, il y aura du champ sur place, le déchet qu'on va aider à faire du biogaz.
C'est ça qui va produire le cash flow pour le centre dont je t'ai parlé. Ouais. Et je n'ai même pas encore commencé la fondation. Je n'ai même pas encore le terrain. Je vais me permettre de faire certaines choses. Non, ce n'est pas possible maintenant. Mais je suis convaincu que j'aime le show. J'aime l'ambiance. Et je vais bien gaspiller l'argent quand ce sera disponible. D'accord. Donc, on est arrivé au thème du podcast. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous likez, vous envoyez le lien de la vidéo à un ami ou un proche. C'est pas juste de partager comme cela. Il faut envoyer l'information à celui que ça va aider. Donc, on se dit à très bientôt. Non, je vais te donner la possibilité de dire un mot. Tu vas dire un mot et puis on va se retrouver dans un autre épisode, quoi. J'ai fait une formation mercredi en ligne dans laquelle je posais une question à mes étudiants. C'était: est-ce que vous connaissez la différence entre être enterré et être inhumé? La majorité ne connaissent pas. Alors, la différence, c'est que quand on veut t'enterrer, c'est qu'on te jette en terre et on ferme, on pleure un peu, après on mange, on boit, on danse. Tu vois, les veillées, maintenant, on danse beaucoup. Oui. Et quand on a fini, on débarrasse, on t'oublie, c'est fini. Mais lorsque tu passes quelque part, tu vois un beau carreau, tu vois un caveau, tu vois une maison qu'on a construite et on dit que ça, c'est la tombe de quelqu'un. Cela signifie que ici, on a voulu marquer l'existence d'une personne qui a marqué son temps pendant qu'il est passé sur la terre. Ça veut dire qu'on a dit que cette personne, c'est jusqu'à la fin des temps. Toutes les personnes qui vont passer ici vont se rappeler qu'ici demeure une personne qui a marqué son existence. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a inhumé. Des fois, on fait même jusqu'à prendre les machines pour que le cercueil descende avec douceur, ça se pose. Après, on construit le truc dessus. Quelle est la façon dont tu voudrais qu'on t'enterre? Est-ce que tu veux qu'on te jette au sol, on t'oublie? Est-ce que tu veux qu'on te fasse des obstacles dignes d'une personne qui a passé son existence à faire quelque chose pour qu'on se rappelle de lui après? Le plus important, c'est que quand tu as fini ton parcours sur la terre, qu'après ton nom reste à jamais, parce que tu as fait des choses que personne n'a su faire avant toi. C'est ça mon mot de fin. Ok, c'était un plaisir. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Peace out.